Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre en ce bel été. J'espère que vous êtes bien installés. J'ai la joie ce soir de recevoir Aichi, qui est un super photographe. On se connaît maintenant depuis quelques années et j'ai pu suivre sa progression, son parcours et étant moi-même un petit peu fan des ambiances qu'il va nous montrer, je pense que ça va vous faire plaisir aussi. Donc, je vous redonne les grandes règles pour ce webinaire. Donc, c'est un webinaire qui est offert et donc qui est gratuit. Il est offert par BenQ et Calibrite. Je vous expliquerai un tout petit peu qui est Calibrite tout à l'heure. Et ça se déroule en fait en trois grandes phases. La présentation que Aichi va nous faire après s'être présenté lui-même. Ensuite, je ferai un petit intermède avec les offres spéciales qui sont proposées par notre partenaire qui s'appelle Miss Numérique pour ce webinaire. Donc, il y a des offres spéciales, je vous expliquerai les codes, etc. pour en bénéficier si jamais ça vous intéresse. Il n'y a aucune obligation, bien sûr. Et à la fin, Aichi interagit avec vous sous forme de questions-réponses. Pendant toute la durée du webinaire, vous pouvez poser des questions. Moi, je suis votre modérateur. Je vais disparaître là dans quelques instants. Et si c'est des questions techniques auxquelles je peux répondre directement, ben, je vous réponds soit juste à vous, si c'est une question individuelle, soit j'arrose tout le monde si c'est une question que je trouve pertinente et qui peut intéresser les autres. Et puis, s'il y a des questions qui sont intéressantes pour la session questions-réponses à la fin, eh bien, je les mets de côté, je les note et on les présentera à Aichi quand il sera prêt pour la dernière partie de la session de ce webinaire. Donc, regardez, n'hésitez pas à regarder un petit peu votre interface. Dites-nous si le son est de bonne qualité. Aichi, tu peux essayer aussi ton micro. Il a un meilleur micro pour un. Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Et donc, on va Ouais, voir super. si. Alors, le son, ok. Le son est parfait pour certains. J'ai une personne, JPH Larou, qui me dit que le son n'est pas bon et qu'il n'a pas d'image. Alors, ça, c'est peut-être un problème de bande passante parce que nous, on a des ordinateurs en mode mouchard qui fonctionnent très, très bien. Et pour la très grande majorité d'entre vous, tout est nickel au niveau de l'image qui sont. Merci de réagir comme ça. On est en live, de toute façon. Donc, le but, c'est que vous puissiez un peu interagir avec nous. Bien sûr, votre micro est coupé puisque vous êtes pas loin d'une centaine déjà connectés là. Oui, vous êtes une centaine et il y a d'autres personnes qui continuent à arriver. Donc, on ne peut pas mettre le micro de tout le monde, vous le comprenez. Mais dans la session questions-réponses, on prendra bien vos questions et on essaiera de les traiter le mieux possible. Voilà, donc je laisse la place à Aichi, il se présente et puis dans la foulée, euh, Ouais. on continue. Alors, je n'ai pas le retour du chat, donc s'il y a des petits mots qui vont à Hervé, c'est Hervé qui va me transmettre un petit peu. Donc, je vais commencer par partager l'écran. Normalement, vous devriez le voir dans quelques instants. Que ça fonctionne. Hop. Ouais, c'est nickel. Bienvenue dans ce. C'est bon, ça fonctionne. Tu as le retour, Hervé, super. Bienvenue dans ce webinaire sur la calibration d'écran pour sublimer les couleurs. Aujourd'hui, on va parler de couleurs. La couleur, ça peut être sur plein de sujets, mais aujourd'hui, on va être surtout sur de la photographie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais un petit peu me présenter à vous. Hop, et j'ai une petite slide. Est-ce que ça fonctionne? Oui, super. Alors, qui je suis? Moi, je suis Aichi, photographe, directeur artistique et réalisateur vidéo. Donc, j'interviens sur différents sujets en photo, en direction artistique de projet. Et puis aussi, j'aime bien filmer des choses, faire des petits films. Photographe en mouvement, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, dans mon travail, j'aime me déplacer, j'aime aller visiter d'autres pays, l'Islande, l'Afrique, le Japon dernièrement. D'ailleurs, là, je reviens d'Italie, j'ai fait quelques jours en Italie, c'était une première pour moi. J'ai profité, j'ai pris des vacances. Je ne sais pas si vous aussi là vous avez eu le temps déjà de partir en vacances. On est déjà le 20 juillet, donc l'été est déjà bien avancé. Donc j'espère qu'il y en a qui ont déjà un petit peu profité de l'été. Et j'aime dire que je propose une vision alternative de la ville, surtout sur mon travail de nuit. Je joue avec l'urbanisme et les couleurs de la nuit. J'aime bien chercher les reflets, les petites choses intéressantes pour essayer de montrer la ville sous un autre regard, sous un autre jour. Et j'ai notamment pu faire ça au Japon en 2019 et en 2020. Voilà, j'ai fait le changement d'année là-bas. J'ai fait un petit voyage de Tokyo à Osaka, en passant par Kyoto,
Nara. C'était la première fois que j'allais au Japon et donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'aime beaucoup faire de la photo de nuit et je me suis toujours inspiré dans mon travail du Japon sans y être vraiment allé en fait. Hein. C'était un petit peu un rêve que j'avais de côté d'aller visiter ce pays. En attendant, je faisais mes photos. Moi, je suis angevin, donc c'est une ville de taille moyenne, voire petite. Et alors, on fait ce qu'on peut pour photographier sa ville en s'inspirant du Japon, mais ça a quand même rien à voir quand on regarde les photos du Japon après. Donc j'ai fini par y aller et là ça a été un petit peu voilà, j'étais comme un gosse, on va dire, comme un gosse dans Tokyo avec un terrain de jeu gigantesque pour m'amuser. Donc j'ai pu me faire plaisir. Je vais vous partager une autre fenêtre rapidement pour vous montrer un petit peu mon portfolio pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il en est. Hop, 2 petites secondes, je switch la fenêtre. Hop, c'est la première fois que j'utilise l'outil de webinaire, alors excusez-moi un petit peu si j'ai des petits temps de transition. Hop, et normalement, là, vous devriez voir mon écran. Hop, On le voit bien. on le voit, super. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez utiliser Behance, c'est un outil de portfolio gratuit qui est proposé par Adobe, sur lequel vous publiez des projets un petit peu, et sur lequel moi j'essaye un petit peu de présenter mes projets que j'ai réalisés au Japon, par exemple. Tiens, on va ouvrir celui-ci, On the Dark Neon. C'est un petit peu de ça qu'on va parler ce soir, de la photo au Japon. Et si je vous montre un petit peu les images, vous pouvez voir un petit peu mes réalisations. Hop, je vais les faire défiler un petit peu. Je ne sais pas si je vais vite ou pas, si on arrive à voir. Hop, donc voilà, un travail un petit peu, ce que j'aime dire, c'est je ne cherche pas forcément à photographier la réalité, mais plutôt à proposer ma propre réalité, en fait, à montrer une vision alternative de la ville et quelque chose qu'on peut qualifier de cyberpunk, futuriste. C'est un petit peu les mots-clés que j'utilise pour décrire mon travail. Et donc quand je présente ça, on peut se dire oui, c'est des couleurs très saturées, ça ne correspond pas spécialement à la réalité, mais c'est vraiment la démarche dans ce travail que j'essaie de présenter sur la nuit. C'est vraiment d'aller dans les profondeurs de l'image et de la couleur pour proposer quelque chose un petit peu un nouveau regard sur la ville qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Hop. Alors, je n'ai pas le retour, mais je ne sais pas s'il y a des réactions, C'est pas si ça mal, vous tu parle un vas un petit peu tout tout ça, petit mais peu moins vite si tu veux bien. ouais, pour défiler les images, ouais, très bien. C'est ça. Hop. Et on va un petit peu aussi aller, par exemple, là, je vous ai montré le Japon. Je peux vous montrer un petit peu quelque chose que j'ai fait à Angers en même temps, qui a été fait à mon retour du Japon. Et donc, je me suis inspiré du Japon pour photographier ma ville après. Forcément, quand tu passes de Tokyo à Angers, bah, c'est pas forcément la même chose, mais du coup, on regarde sa ville d'une manière différente, je trouve, et on photographie aussi. En tout cas, moi, j'ai remarqué que mon œil avait évolué une fois que j'avais été visiter le Japon. Forcément, là-bas, il y a plein d'enseignes lumineuses. Et bien, ici, on va plutôt chercher les petits détails quand on vient dans une ville comme Angers. Hop, avec l'architecture, essayer de faire des petits jeux même avec la lumière, de se projeter dans un univers un petit peu surréaliste. Et ça, c'est un projet que j'ai exposé quand je suis revenu du Japon. J'ai fait une exposition sur ma ville à Angers. Voilà un petit peu pour mon portfolio. Rapidement, je vous montre aussi ce qu'il est possible de faire en photo de jour, en fait, en venant jouer avec les couleurs. On peut, là, je suis parti en Islande l'été dernier, justement. Et puis, toujours dans cette démarche de proposer une vision différente, d'essayer de présenter une vision d'une nouvelle planète, d'un autre monde et de faire voyager un petit peu le spectateur dans ces photos, toujours en essayant de créer un petit peu ma propre réalité en fait. Voilà. Et donc ça, voilà, c'était un road trip d'une semaine, 2500 km en van en Islande. Pour ceux qui s'intéressent au niveau du matériel que j'utilise, moi je photographie avec un Sony A7R3 avec un Sigma 35 mm f1.4 et j'utilise aussi du Tamron
un 70-180 mm 2.8. Donc ça, c'est les deux focales que j'ai acheté au départ avec cet appareil. Auparavant, j'ai travaillé avec du Fujifilm, GFX 50S, du Canon évidemment, Mark II, Mark III, tout ça. Mais aujourd'hui, je suis sur Sony. Donc voilà, j'ai un petit peu testé toutes les marques. Hop, voilà un petit peu pour mes réalisations en Islande et un petit peu la présentation de mes travaux. Si vous connaissez pas Behance, n'hésitez pas, hein, vous pouvez créer vos portfolios gratuitement dessus. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ma présentation. Est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz, Hervé, pour savoir un petit peu qui sont les gens qui nous regardent ce soir? Absolument, je suis pareil. Allons-y. Alors, je laisse lancer le quiz. La question, c'est si vous deviez parler de vous, comment est-ce que vous décririez votre profil en tant que photographe? Voilà. Et donc, on vous propose de répondre à ce petit sondage, puis après, on va vous présenter les résultats, bien entendu. C'est bon, j'ai le retour. Oui, parce qu'en fait, cette session, elle est ouverte à tous, elle était gratuite, elle est pour tout niveau, hein, elle n'est pas destinée spécialement uniquement aux photographes professionnels, parce que la calibration de couleurs, certes, ça concerne les photographes professionnels, mais ça nous concerne un peu tous si on veut ne serait-ce qu'avoir une image de qualité en termes de couleurs et être sûr qu'on est sur quelque chose qui va être dans les normes. Et même nous, si un amateur peut très bien avoir envie de faire des tirages photos, et bien si il veut être certain d'avoir des bonnes couleurs lors de l'impression, et ben c'est quand même mieux d'avoir un écran qui est calibré, quoi. Je vais Euh, fermer le on- sondage. Ouais, on a déjà les réponses. Exactement. Alors, je les cherche, je ne les vois pas. Je les ai Hmm. affichés. Ah voilà, alors je sais pas si je les ai pas en grand en fait. Ah, d'accord. Oui, ça s'affiche peut-être un tout petit peu plus petit pour toi. Ouais, c'est C'est ça. lisible, quoi. Donc, alors j'arrive pas à lire du tout les, les Alors, numérotations. 16% amateurs j'aime regarder les photos, mais on est sur un système où les personnes peuvent choisir plusieurs réponses. Donc, le total, potentiellement, est supérieur à 100. 3% aiment les photos et les prennent au Au smartphone. smartphone. Pas trop. 64% avec un boîtier. Ah, 19% sont semi-pro freelance et un pourcentage de leur activité, c'est la photo. 4% sont photographes professionnels. d'accord, donc on a quand même une majorité ici de photographes utilisateurs de boîtiers, donc c'est bien, on va pouvoir un petit peu Ouais, parler boîtiers sans trop perdre tout le monde. Quand je parlais de Sony tout à l'heure, ça vous a peut-être parlé un petit peu. Super. On a quelques professionnels aussi qui sont peut-être là pour compléter un petit peu aussi leur expérience dans la calibration. tout à fait. C'est très bien. Hop. Et je crois qu'on avait une deuxième petite question juste après. Alors, j'ai masqué les résultats. Et bien, si tu veux. Hop. Mais c'était par rapport à une photo que tu montrerais, tu te rappelles? Oui, c'est ça. Alors attendez 2 petites secondes. Hop. Faut juste que je bascule sur l'écran. La nouvelle. Tac. Là. Désolé, hein, c'est les petites. La prise en main de l'outil. Voilà. Super. Et normalement, ça devrait basculer sur la photo. Vous l'avez à l'écran maintenant. Alors, d'après vous, quand vous voyez cette photo, quel adjectif vous décririez pour la décrire, vous donneriez pour la décrire? Comment vous l'appelleriez quand vous voyez ça? Donc ça, c'est une photo sur la que tu vas nous montrer. On est sur Lightroom là, normalement, vous devez la voir. Ok. Est-ce qu'elle Non, apparaît à l'écran? Ouais, c'est bon. Hop, voilà. super. Voilà, quel terme vous vient à l'esprit quand vous voyez cette image? Un petit sondage à nouveau. Alors, vous pouvez à la fois dire du cyberpunk, que c'est de la street photographie, ça vous fait penser à l'univers manga, c'est très saturé, il y a beaucoup de couleurs dans cette image, ou alors c'est du steampunk, je ne sais pas, n'hésitez pas, vous pouvez répondre encore pendant quelques petites secondes. Hop. Alors, je vais attendre que tout le monde puisse voter.
Très bien. Super. Je ferme et je partage les résultats. Alors, les Maintenant, résultats, est-ce hop que là. tu les vois du coup maintenant? C'est bon? Alors moi, je les ai toujours en tout petit, mais c'est pas très grave. Sinon, je vais te laisser les lire si tu veux. Donc, Cyberpunk, 19%, Hmm. Street Photo, 65%, Univers Manga, 20%, Très Saturé, 54%, Steampunk, 1%. Je vois que la street photo arrive en tête parce Oui, que oui, il y a pas vraiment de mauvaise réponse. En effet, c'est du cyberpunk. C'est un petit peu le mot-clé. Peut-être qu'aujourd'hui vous allez découvrir si vous connaissez pas un petit peu ce style de photographie. Faut savoir que je ne suis pas le seul à photographier les néons au Japon. Et c'est un univers et un style qui vient un petit peu plus en ce moment dans les tendances qu'on commence à voir de plus en plus. Je connais pas beaucoup de photographes français qui en font, mais ça se développe de plus en plus en tout cas. Et donc c'est un petit peu le mot-clé pour définir ce style en photographie. Évidemment, c'est de la street photo, bien évidemment aussi. Hein, il y a ça, il y a pas photo. C'est très saturé, en effet, c'est très saturé, mais on essaye d'aller dans les extrêmes de la photo sans pour autant la détruire. On va dire que c'est donc mon travail, c'est un travail aussi qui se fait donc dans Lightroom et qui va venir modifier un petit peu les teintes de l'image pour trouver le bon équilibre sans pour autant la détruire. Et c'est là que on va parler un petit peu de calibrage d'écran parce que c'est un petit peu l'importance aussi d'avoir l'écran qui permet d'être sûr de ce qu'on fait lorsqu'on travaille. Alors, on est bon pour le quiz, je crois, Hervé. Euh, on oui. va pouvoir un petit peu commencer dans Lightroom. Je vais vous présenter deux petites photos que j'ai réalisées du coup au Japon et on va un petit peu les décomposer ensemble. Je vais avant toute chose vous parler un petit peu de comment je choisis mes images et mes couleurs. Aichi fait souffrir les imprimeurs avec ses couleurs hyper saturées. Ah oui, c'est ça. Le problème, c'est que c'est moi aussi l'imprimeur puisque j'imprimais moi-même les images derrière, donc je pouvais voir en temps réel ce qui se passait. C'était l'avantage et l'inconvénient. Donc, quand on est dans Lightroom, là, on a cette photo. Moi, j'ai un travail. Je vais vous montrer deux photos. euh, et vous allez voir, j'ai choisi deux photos qui sont très différentes. Je crois que vous les voyez en même temps. Hop, il y a peut-être un petit délai, donc je laisse le temps d'arriver. Voilà, j'ai choisi donc la photo qui était la couverture de ce webinaire et une autre photo prise depuis les hauteurs d'Osaka sur la ville qui présente vraiment deux regards différents sur la ville puisqu'on a cette photo là où on voit toute la grande ville d'Osaka depuis les hauteurs qui va être pleine de gratte-ciel, très urbaine. Et ensuite, on va venir dans un petit quartier de Tokyo où là, on est plutôt dans les petites ruelles avec tous les petits néons un peu partout. Et pour moi, c'est ça le Japon, c'est passer de ces grandes tours à la petite ruelle toute discrète avec plein de petites lumières qui racontent plein d'histoires et dans laquelle on peut vraiment s'amuser en photographie, quoi. On peut vraiment se faire plaisir. Je ne sais pas s'il y en a dans le chat ce soir qui ont déjà été visiter le Japon, mais si c'est le cas, vous me comprenez un petit peu. Voilà, moi, j'aime même perdre. Hein. Je faisais des nuits blanches dans les rues de Tokyo, je me baladais et il n'y avait pas d'itinéraire. Hein. C'était, hop, cette rue-là, ça m'intéresse, j'y vais et puis on se promène et on découvre des petites surprises. J'ai aussi rencontré d'autres photographes évidemment quand j'étais au Japon et donc on se faisait des sorties ensemble, on allait un petit peu, on se faisait des itinéraires communs. C'était assez sympa. Au niveau des choix de couleurs, je vais un petit peu vous présenter un petit visuel qui va peut-être vous parler. Hop. Alors 2 secondes, hein, je le prépare à l'écran et je vais vous basculer dessus juste maintenant. Je crois que vous le voyez. Normalement, c'est bon. Le cercle chromatique, est-ce que ça parle à certains dans le chat? Je pense. En fait, il faut savoir que moi, avant d'être photographe, j'ai été d'abord graphiste. En fait, je travaillais dans le graphisme, graphisme print justement. Donc, je gérais aussi toute la partie impression derrière des visuels que je créais.
Et c'est des valeurs qui ont été très importantes pour moi en termes de couleur, colorimétrie, qui me servent aujourd'hui dans mon travail de la photo, puisque du coup maintenant je suis photographe à temps plein. On va dire que j'en avais marre d'être derrière un bureau toute la journée. J'avais envie de me déplacer aussi. Du coup, je me suis plutôt après orienté dans la photo. Et toutes ces notions que j'ai vues en graphisme et en couleur, eh bien, elles me sont très utiles aujourd'hui dans mon travail de la photo, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu le cercle chromatique, on va pouvoir travailler la couleur d'une certaine manière dans ces images. Alors, quand on prend des photos, c'est très important, évidemment, le cadrage, la composition, tout ça, mais il y a un facteur qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi l'équilibre et l'harmonie des couleurs dans une image qui est très important. Et c'est pourquoi j'aime passer du temps dans Lightroom à équilibrer les teintes et tout, parce qu'en fait, quand on prend une image, on peut parfaitement la cadrer, parfaitement faire une composition qui va être géniale. Mais il suffit qu'il y ait un petit détail dans cette image qui a une couleur qui ne matche pas tout à fait avec le reste, eh bien, on va pouvoir ajuster ça dans Lightroom et essayer d'avoir une image qui va avoir des couleurs vraiment qui vont marcher entre elles. Et c'est là que devient intéressant ce cercle chromatique qui va fonctionner un petit peu par opposition. Je ne sais pas si on voit ma souris quand je montre la fenêtre, mais si, Non. je pense pas. Ah si, Donc, si, on la voit, mais elle est toute petite. voilà. Donc, entre guillemets, ce cercle chromatique, comment il va marcher? Il va marcher un petit peu par opposition. C'est-à-dire que les couleurs elles vont bien fonctionner entre elles. Par exemple, soit les couleurs qui sont adjacentes. Donc, on va avoir le bleu, le violet, le vert, le jaune, orange, rouge, euh, et puis le violet, rouge. Et puis, il va y avoir les couleurs aussi qui vont un petit peu fonctionner par opposition. C'est-à-dire que si on met du bleu et du orange ensemble, on va avoir un contraste de couleurs qui va être sympa. Si on met du jaune et du violet, des choses comme ça, vous voyez, euh, on peut se servir de ce cercle comme référence quand on travaille ces photos pour se dire, bah tiens, là, j'ai une grosse dominante de bleu dans mon image. Qu'est-ce que je peux faire avec le reste pour que ça soit équilibré et que j'ai une ambiance globale dans mon image qui soit intéressante? Parce que le risque quand on fait des photos comme les miennes où il y a beaucoup de couleurs, c'est d'avoir une seule couleur qui va être dominante. Là, on passe en monochromie, par exemple, notre photo est toute bleue. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est plutôt de travailler sur de la bichromie en faisant un équilibre entre, par exemple, des valeurs de bleu et de magenta qui vont s'équilibrer pour faire un petit peu ces couleurs néon ou bleu-rouge. Voilà, pour jouer avec la nuit et donner ce petit rendu un petit peu futuriste. Mais pas seulement, je vous ai aussi présenté une photo là de la ville que je vais vous montrer, où je suis allé un petit peu plus jouer avec les verts et les bleus, là vraiment aussi dans les couleurs adjacentes pour avoir ce rendu peut-être qu'on pourrait appeler un petit peu de cinématographique, un petit peu comme les films de Christopher Nolan ou les films Matrix, un petit peu qu'on voit souvent dans des teintes un peu vertes au cinéma. Voilà, on va retourner dans Lightroom rapidement. Je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnait le cercle. J'espère que c'est assez clair pour vous. J'ai pas le retour de ce que vous dites, mais je fais confiance à Hervé s'il y a des petites Si, si, c'est bon. interrogations. Alors, C'est il y a bon? pas mal de questions. Plusieurs personnes ont déjà vu le cercle, d'autres pas. Et je pense que plusieurs personnes seraient intéressées à voir une de tes photos et que tu nous expliques à partir de quoi tu démarres. Est-ce que tu pars du RAW? Parce que certains se posent la question. Est-ce qu'on peut travailler la couleur aussi en démarrant du JPEG? Moi, je connais la réponse, mais si on Mhm, pouvait avoir ton point de vue, ce serait super. Et c'est puis ça. voir les étapes, en fait, ce serait super. Très bien. Eh bien, j'allais y venir justement. En fait, en photographie, comme ça, on peut en effet faire des choses à partir du JPEG, mais le RAW va toujours permettre d'avoir plus d'informations. Moi, ça m'arrive de travailler des JPEG, même qu'on m'envoie pour faire des retouches pour d'autres personnes. Mais pour moi, c'est évident qu'il faut travailler avec du RAW. Et on va tout de suite un petit peu casser les codes, c'est-à-dire que je vais vous montrer cette photo sans retouche et vous allez un petit peu voir comment la magie opère. Donc là, vous avez la photo à l'état final en fait, une fois que j'ai joué avec les couleurs. Et si tout de suite je réinitialise les réglages, eh bien on passe sur quelque chose de beaucoup plus fade en fait. On a beaucoup d'informations dans cette image, on a de la lumière, on a des couleurs et tout. Quand on shoot en RAW, c'est très neutre, hein. Dans Lightroom, on réinitialise tout. Et ensuite, moi, je viens avec des actions globales euh,
créer mon image et on va dire répandre la couleur. Alors je viens pas peindre sur une zone en particulier, je fais vraiment des actions globales qui vont jouer sur l'ensemble de mon image à partir de l'éclairage existant. Donc c'est quand même important à la prise de vue d'avoir les bonnes lumières, les choses comme ça qui fonctionnent pour qu'on puisse ensuite travailler correctement l'image à la retouche. Hop. Je vais vous montrer un petit peu quelques fonctions que j'utilise dans Lightroom pour aller vers ce résultat. Voilà, vous me dites hein, si je vais trop vite, hein, je sais que j'ai tendance un petit peu à parler. Alors l'important, donc je vais vous remontrer un petit peu l'avant-après. On va faire, on va se mettre le RAW à côté et on va se mettre l'image finale de référence. Hop. Donc normalement, là je peux même agrandir un petit peu. Vous devriez voir assez bien comme ça. Hop, je pense qu'on est pas mal. Il y a quelques grandes étapes quand on retouche une image. Hop, je vais me les mettre juste ici à côté. Hop là. Tout d'abord, moi je joue beaucoup avec la balance des blancs et d'ailleurs même quand je photographie, j'essaye de shooter avec une balance des blancs faible, même si quand on shoot en RAW, dans Lightroom, elle se remet par défaut. Ça me permet moi dès la prise de vue d'avoir un aperçu de ce que je vais avoir vraiment au moment du traitement. Là, on voit, on a une photo, par exemple, j'étais à 3100 en balance des blancs en température, donc c'était très bas. On peut encore les baisser si on veut et on va pouvoir jouer avec les teintes. J'espère que vous voyez un petit peu. Et quand on vient jouer avec les teintes, on récupère un petit peu de la couleur. Alors, vous voyez, bon, c'est très rose. Il faut ensuite ajuster, équilibrer, trouver le bon équilibre. Hop, par exemple, si on se raffiche les réglages de base, là, par exemple, j'avais une valeur de balance des blancs qui était à 4000 et par contre, j'avais mis ma teinte à 123. Hop là. Hop, je vais revenir en arrière. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai à peu près mis ma balance des blancs et ma teinte, donc là, c'est un petit peu, il n'y a pas vraiment ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas des valeurs qui sont universelles. Quand on shoot une photo, eh bien, en fait, sa retouche, elle dépend vraiment aussi de la prise de vue, des conditions de lumière, de tout ça. Donc en fait, si vous voulez obtenir ce résultat, c'est pas, mais la gourde est flashy. Oui, c'est vrai qu'elle est très flashy la gourde. En fait, il n'y a pas de valeur universelle pour retoucher ces images. C'est surtout savoir ce qu'on veut faire et ensuite pouvoir l'adapter à la situation et à la prise de vue. Parce que vous, si vous avez pris une photo dans certaines conditions, si vous mettez une balance des blancs à 4000 et une teinte à 120, je vous garantis pas que vous aurez ce résultat-là parce que il faudra ajuster par rapport à votre prise de vue. Si la lumière dans la rue était plutôt chaude, plutôt froide, vous voyez, c'est un équilibre à trouver. Ensuite, évidemment, là, moi, c'est généralement, je me base sur ça. Je viens chercher un petit peu mon équilibre dans mes températures, ma teinte. On peut aussi venir jouer avec les hautes lumières et les ombres pour créer un contraste aussi qui va être intéressant parce que en photo de nuit, je vous apprends rien. C'est compliqué d'avoir du détail. Si on fait pas de la pose longue, on monte les ISO. Bon, ça, on peut vite avoir un petit peu de bruit ou des choses comme ça. Après, tout dépend des appareils que vous utilisez. Là, c'est shooté avec du Canon 5D Mark II, donc c'est pas un appareil très très récent, mais il y avait quand même un petit peu d'informations pour monter dans les ISO. Là, c'est une prise de vue qui est à 800 ISO, donc il y a pas, c'est pas énorme, c'est pas tant que ça. Et on vient un petit peu chercher à ajuster avec les ombres, les lumières, les noirs pour avoir une photo qui va avoir un contraste qui va nous plaire. Hop. Et au Japon, il y a quelque chose qui marche bien, que je ne fais pas toujours, mais que je me suis permis de faire au Japon. C'est un truc qu'il faut faire, il faut y aller mollo. Mais c'est la clarté. Comme il y a plein de détails et tout, on peut. Moi, j'ai tendance à dire la clarté, pas trop. Là, au Japon, avec toutes les enseignes et tout, généralement, ça fait bien ressortir les détails et ça fait ce petit côté, voilà, dans des grandes ruelles comme ça, on peut aller taper dedans un petit peu dans la clarté pour ceux qui connaissent un petit peu l'outil. Faut être sage, mais on peut se permettre de le faire un petit peu. Ensuite, il y a beaucoup d'outils dans Lightroom. Là,
pour avoir cet équilibre en fait de bleu, de rouge et avoir ces nuances en fait, parce que là pour l'instant on a une image qui est, comme je disais, qui est vraiment très neutre en couleur, il n'y a qu'une seule dominante qui va être du rose, et bien il va falloir jouer avec la teinte saturation luminance en fait, et on va pouvoir venir chercher dans les teintes à ajuster un petit peu les couleurs. Hop, et on vient jouer un petit peu avec les curseurs. Alors je ne sais pas si vous les voyez bien, parce que ils sont petits à l'écran, mais on vient ajuster un petit peu notre image pour trouver un petit peu l'équilibre qui nous convient mieux. Vous voyez là, je joue un petit peu avec les violets tout de suite. En venant changer la teinte de mes violets, hop, je viens créer de la nuance. On n'est plus tout à fait entièrement sur du magenta, on a plus un équilibre entre le magenta et le violet. Hop, on va faire là aussi. On peut un petit peu chercher. Et l'idée, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on ne va pas voir l'intégralité de l'image ce soir, mais surtout vous montrer les clés pour ensuite venir créer les choses par vous-même. C'est surtout les outils. Et après, c'est vraiment, il faut venir peaufiner en fonction de votre image, en fonction de ce que vous voulez pour trouver le bon équilibre. Et c'est aussi là que c'est important d'avoir l'écran calibré derrière, parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait une toute petite différence d'étalonnage sur l'écran, et quand on vient faire ces petits ajustements, eh ben, en fait, on peut avoir l'impression qu'on est bien, mais finalement, sur tous les autres écrans, ça sera vraiment un petit peu déséquilibré au niveau des teintes. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir l'écran qui est calibré pour avoir la bonne couleur lorsqu'on travaille comme ça à fond dans l'équilibre un petit peu avec finesse, parce que il suffit que je fasse un petit clic sur le curseur et paf, la photo elle change totalement. Bon là j'ai été très fort, hein. Hop. Donc là j'ai fait grossièrement, hein, les réglages. Ensuite, on peut jouer aussi avec le color grading. Pour ceux qui connaissent pas un petit peu cet outil dans Lightroom, vous avez possibilité en fait de teinter vos hautes lumières et vos ombres. Donc c'est-à-dire que là par exemple, peut-être que je me demande si je zoome, si ça va le faire ou pas. Hop, je vais tester rapidement. Tac, on va faire un petit test. Est-ce qu'au niveau du retour, ça zoome quand je fais ça? Hervé, si tu peux me confirmer. Non, ça zoome pas pour l'instant. Non, bon, ça ne On voit que tu es puisque sur les roues de couleur. Donc ça, tu appelles d'accord. ça le color grading, comme en Ouais, c'est vidéo? ça. Bon. Alors, le zoom ne fonctionne pas, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça. En fait, moi, dans Lightroom, ils ont appelé cet outil-là color grading. Et en fait, par exemple, je vais venir dans mes ombres. Hop, je vais zoomer un peu dessus et je vais venir, par exemple, venir teinter un peu mes ombres avec du bleu. Et on peut ensuite, on peut se déplacer pour voir comment ça agit sur l'image. Hop, hop, là, on peut aller dans les roses un petit peu, du bleu, tac, un peu bleu-violet. On peut s'amuser à faire ça. Et on peut jouer sur la fusion si on veut que ça soit plus ou moins intense en fait. C'est vraiment des réglages sur lesquels on peut agir vachement. Et là, tout est entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir quel est l'équilibre qui vous convient le mieux. Puisqu'en fait, moi, je propose une vision, mais chacun fait la photographie un peu comme il veut, j'ai envie de dire. Et ce que je veux surtout vous montrer, c'est que vous êtes libre un petit peu de vous amuser avec ces réglages et de chercher un petit peu les bons équilibres pour créer du contraste et des équilibres de couleurs dans votre image. Hop, par exemple, là, on va venir dans les hautes lumières. Hop, et les hautes lumières, par exemple, je peux les teinter un petit peu. Hop, aussi, augmenter un peu leur luminance. Je vois d'ailleurs qu'elles sont un petit peu lumineuses, donc je vais baisser un petit peu ma lumière ici. Tac. Là, en gros, on a les grosses actions. Et ensuite, un point important que je veux montrer dans Lightroom, c'est l'étalonnage. L'étalonnage, c'est un outil très puissant. Pareil, il faut faire assez attention, qui vient compléter l'outil teinte saturation et le color grading. Hop, et je vais vous l'expliquer tout de suite. Avant, je vais boire une petite gorgée. Alors, comment fonctionne cet outil? En fait, faut se dire que c'est vraiment un outil qui va prendre votre point de référence de couleur de l'appareil photo et qui va le changer. C'est-à-dire que on a les roses et oranges. Mon point de référence neutre du orange, je peux le basculer et faire en sorte que du coup tout ce qui est orange euh,
dans ma plage du rose au orange, même ça s'appelle les rouges primaires pour être exact, va être plus vers les roses. À l'inverse, si je vais en bout de piste, tout ce qui est dans mes rouges va être beaucoup plus orangé. En fait, c'est vraiment, on réétalonne l'image et les couleurs. Donc, on peut, avec ça, venir vraiment créer euh, un rééquilibrer encore les couleurs, mais plus tout à l'heure avec les teintes de saturation, c'était teinte par teinte. Là, ça va fonctionner vraiment un petit peu plus par nuance de orange, rouge pour les verts primaires et les bleus primaires aussi. En fait, donc ça va Et englober un petit peu plus de couleurs. est-ce que tu me permets d'intervenir? Parce qu'il y a plusieurs questions Oui, là-dessus. oui, Donc, carrément. on est d'accord, tu démarres depuis un RAW. Les questions, c'est la majorité de ton travail sur la couleur ou tout, tu le fais dans Lightroom, hein, c'est ça? Au niveau de mon traitement d'image, c'est ça? Ouais, Ouais. ça m'arrive d'aller dans Photoshop, mais c'est plus pour faire du nettoyage ou un petit ajustement vraiment global sur une petite zone justement, parce que sinon dans Lightroom, je fais vraiment que des actions globales. C'est un petit peu Très comme bien. ça que je travaille moi dans Lightroom pour venir vraiment créer ces ambiances et créer un petit peu ma réalité en fait, hein. Et puis, plusieurs questions sur mais pourquoi alors le webinaire s'appelle Calibrer son écran. Bah, je pense que ce qu'on montre ici, c'est le type de travail que fait Aichi. Et un des points importants, c'est que tout ce qu'on voit là au niveau des actions qui sont faites par le photographe auteur, ça pourrait être vous, euh, eh bien, n'a de sens que si l'écran est bien calibré. Et il va nous montrer après ce que ça pourrait donner, c'est ce que tu avais prévu, hein. Oui, c'est Euh, ça, on va y venir, hein. voilà. Donc patience, on y va, mais là, on vous montre un petit peu bah, le travail sur les images, c'est ce côté sublimer son image. Et par ce travail, bah, l'idée c'est de vous montrer ce que ça va apporter d'avoir un écran calibré et qu'est-ce qui pourrait se passer si c'était pas le cas. Voilà. Je te laisse continuer. Oui, voilà, c'est ça. En fait, l'importance là de ce que je vous montre, c'est que pour faire ça, si votre écran il n'est pas calibré, bah, ça peut vous embêter derrière lorsque vous partagez vos photos d'un écran à l'autre. En fait, le rendu chez vous peut-être qu'il sera bien, mais chez tous les autres, il sera mauvais parce que vous aviez une petite erreur de calibrage ou quelque chose comme ça. Donc, euh, avant toute chose, là, on voit un petit peu les grandes lignes, comment on peut créer des variations de couleurs dans l'image. Et ensuite, ce que je peux vous montrer, si vous voulez, c'est qu'est-ce que ça va être visuel, comment quelle serait la différence en fait entre une image faite avec un écran calibré et une image avec un écran qui n'est pas calibré. Je vais vous l'afficher à l'écran tout de suite. Hop. Alors, c'est juste ici. Je crois que vous allez l'apercevoir dans quelques instants. Voilà. C'est très visuel, mais ça peut vous permettre de vous rendre compte en fait des erreurs qu'on peut faire à gauche. L'image que j'ai réalisée en retouchant mon fichier avec l'écran qui est calibré avec la sonde Calibrate. Et à droite, en fait, c'est plutôt ce qu'on pourrait avoir avec un écran qu'on n'a pas calibré depuis des années. Et en fait, on se rendrait pas forcément compte au moment de la retouche que c'est mauvais, mais par contre, à l'impression derrière ou lorsqu'on l'affiche sur d'autres écrans, en fait, eh bien, là, on va voir toute la différence de couleur parce qu'en fait, je vais peut-être pas préciser ce point, mais le gros intérêt d'avoir l'écran calibré, par exemple, si vous faites des tirages, eh bien, c'est que votre écran, il affiche l'Adobe RGB 98, par exemple, vous êtes calibré, vous avez la certification d'avoir des couleurs qui sont les bonnes. Eh bien, quand vous allez imprimer avec ce même profil derrière, eh bien, vous avez vraiment la certitude que ce que vous voyez à l'écran, ça va être ce qui va sortir à l'impression. Vous pouvez aussi, par exemple, quand vous êtes professionnel, dire à votre client, bien, j'ai un écran qui est calibré, vous pouvez me faire confiance sur le choix des couleurs et sur, euh, sur l'affichage du fichier, puisqu'en fait, les couleurs qui vont être sur mon écran sont les bonnes, en fait. Parce que c'est vrai que des fois, en fait, on a des clients qui nous disent, ah, mais je trouve l'image un peu trop verte, un peu trop, alors qu'en fait, ça se trouve, le client, lui, n'a pas l'écran
calibré et donc il peut faire des retours qui sont pas forcément pertinents et ça vous permet aussi vous d'avoir un petit peu une rigidité sur ça et pouvoir vous reposer sur l'écran. Voilà un petit peu, je pense que pour certains, s'ils avaient peut-être pas trop compris cela, là c'est peut-être un petit peu plus clair une fois qu'on voit ce visuel. Je vais rajouter deux points. Quand l'écran, tu peux revenir juste dessus, quand l'écran est calibré, il y a plusieurs bénéfices. Le premier, c'est qu'on a accès à toute la plus grande palette de couleurs que cet écran peut produire. Et donc, on a accès, notamment quand on veut travailler sur la gradation des tons, quand on veut travailler sur les basses lumières, normal, hein, vu que c'est de la photo de nuit, ou les hautes lumières, bah, tout ce qui va être autour des néons, on va avoir accès à plus d'informations plus réalistes. Et le gros souci des écrans non calibrés, tout écran, y compris ceux des smartphones, etc., c'est que les fabricants d'écrans ont un intérêt commercial à livrer des écrans qui sont trop lumineux et trop bleus. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, c'est que si on se met à travailler et à retoucher sur un écran non calibré, eh bien très souvent, la retouche qu'on pourrait faire, qui ressemblerait peut-être à l'image de gauche ici, eh bien à l'impression, ça va être enterré. Et comme l'écran est trop lumineux, par pré-réglage du fabricant, on a tendance à assombrir l'image. Et en plus de ça, les couleurs sont pas forcément les bonnes. S'il était trop bleu, on risque de compenser et rajouter, par exemple, du jaune. Et ça, c'est un piège, c'est-à-dire qu'on va se faire avoir parce que comme on a un écran qui est non calibré, on est induit en erreur par les images qui nous sont données. Alors que si on a un écran calibré, on a une vraie assurance que ce qu'on voit est beaucoup plus proche de la nature du fichier et aussi de ce qu'on pourrait faire à l'impression. Autre Ouais, c'est avantage, ça. quand l'écran est calibré, dans Photoshop, en utilisant la fonction format d'épreuve personnalisé, on peut simuler à l'écran la sortie papier et sélectionner, par exemple, le profil d'un papier fine art anonymeux. Et à ce moment-là, on va avoir une idée du rendu. On peut même faire apparaître les couleurs non imprimables. Alors, je sais que certains maîtrisent ça, c'est pas le cas de tout le monde, et ça fait partie des intérêts. Après, on fera un calibrage écran, vous inquiétez pas, on va aller là-dessus. Et puis d'ailleurs, moi, je reviens là-dessus. Moi, étant imprimeur, quand je faisais mes premières impressions, parce que du coup, j'ai fait des tirages et tout, bah, j'étais assez sensible à ça, aux couleurs. Et au départ, je regardais beaucoup de documentation. Les gens disaient, oui, pour imprimer, bah, n'hésitez pas à rehausser la luminosité de vos images avant de les imprimer. Et bien, en fait, le fait d'avoir l'écran, mais du coup, c'est un peu aléatoire. Le fait d'avoir l'écran calibré, ça se permet vraiment de se dire, on a l'écran, j'ai pas besoin de rajouter de la luminance sur mon image pour qu'à l'impression ça sorte bien. Normalement, vous pouvez vous fier à votre écran. Et là, par exemple, on est sur un écran mat qui va vraiment simuler un petit peu le rendu du papier pour l'impression. Vraiment brillant, qui pourrait avoir des reflets et tout ça, et qui ferait un petit peu un côté un peu plus peps, alors que sur le papier, on a quand même un rendu un petit peu plus lisse. Voilà un petit peu pour les petites précisions. On va retourner rapidement dans Lightroom pour terminer, puis on va enchaîner sur le calibrage. Comme ça, Oui, ça pourra vous parler un petit peu. Hop, alors juste de fenêtre. On retourne de là. Voilà, on y est. Hop. Donc c'était rapidement pour terminer avec l'étalonnage, hein. Ici, avec cet outil, vous pouvez vraiment faire des actions assez globales sur les couleurs et jouer aussi sur la saturation de certaines teintes. Par exemple, si vous voulez vraiment, si votre jaune est un petit peu trop saturé, vous pouvez le saturer, mais par contre, tout ce qui va être dans les valeurs orange, elles, les resaturer, et ça va créer un petit peu des contrastes de couleurs, de lumière, et moi j'aime beaucoup jouer avec ça. Hop, si on retourne sur ma photo d'origine, je vais vous montrer un petit peu. Euh, voilà, par exemple, là, on voyait que j'avais vachement joué avec mes teintes. Là, mon rouge primaire, je l'avais beaucoup plus monté dans les oranges. Et on voit que si à l'inverse, attendez, je reviens en arrière, si à l'inverse, je vais dans les roses,
Hop, ça bascule un petit peu. Eh ben, on a une image qui est quand même vachement plus plate. On perd en nuances et tout. Donc, c'est vraiment de la recherche du bon équilibre, d'avoir un peu de rose, mais pas trop, avoir un peu de rouge. Et c'est pour ça que c'est assez important de bien connaître un petit peu l'équilibre des couleurs, tout ça, pour trouver le bon équilibre dans Lightroom, quoi. Il y a plein de petits outils que vous pouvez utiliser, évidemment, parce qu'en fait, là, vous voyez, c'est une image qui est pour faire ce genre de traitement. J'y passe du temps. Alors évidemment, dans Lightroom, j'enregistre mes pré-réglages pour économiser du temps et ensuite ajuster en fonction des images. Mais pour une image comme ça, je joue vraiment avec tous les réglages, quoi, l'étalonnage, les courbes. Euh, voilà, il faut toucher un petit peu à tout, trouver la vibrance, la saturation, tout ça, mais en ayant tout le temps en tête d'essayer d'aller dans les profondeurs de l'image, de la couleur, sans pour autant la détruire, quoi. Donc des fois, quand on retouche, on commence à voir des petites saletés, eh bien on essaye d'ajuster pour trouver le bon équilibre. Voilà un petit peu. C'est un petit peu le même principe pour cette photo qui arrive, où là on est sur du coup les hauteurs d'Osaka. Eh bien là c'est la même chose, mais c'est plutôt que d'aller chercher un équilibre dans les bleus, les roses. Alors attendez, ça arrive, hein. J'ai vraiment essayé, hop, Lightroom qui charge un petit peu, voilà. J'ai vraiment essayé d'avoir quelque chose de plus froid, parce que je pense que je peux vous le montrer en direct. Hop, je vais là. Si on, on vient rajouter de la teinte, là, voilà, mon image, elle crame complètement. Donc, c'est aussi trouver la bonne justesse dans l'image parce qu'il y a des photos, vous allez les prendre, vous allez, par exemple, peut-être vouloir les travailler dans des couleurs un peu roses. Et c'est ce que j'avais tendance à faire lorsque je débutais dans ce milieu-là. C'est que j'essayais de faire toutes mes photos en bleu et rose. Sauf qu'en fait, il y a des photos en fait où il y a pas, où les nuances ça fonctionne pas, la prise de vue ça marche pas. Il faut pas chercher à forcer, mais plutôt chercher le bon équilibre et les bonnes couleurs qui vont coller avec son image en fait, hein. Donc et ça permet d'avoir des séries qui sont différentes aussi dans les couleurs, de développer son traitement et d'avoir de belles surprises aussi là. Donc voilà, on est un peu dans la même chose. Tout en bas aussi, on joue avec un peu l'étalonnage, la température. Vous voyez, on peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut. Euh, Après, je vous montrerai une photo qui a été prise à Paris. Justement, quand on passe du Japon et qu'on va shooter à Paris, c'est pas la même chose. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on passe déjà sur la calibration d'écran. Très bien. Alors, je j'ai pas le retour du chat, mais j'espère que ça Si, 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 c'est il y a pas mal de gens qui sont clair. impatients, Ouais. qui veulent qu'on passe au calibrage et quels sont tes conseils pour calibrer ton écran. Et je pense que pendant que tu te prépares, si tu veux switcher la caméra, etc., je vais expliquer un tout petit peu. Ouais. L'idée, c'était de vous montrer le travail d'Aichi et de vous montrer que justement, il travaille sur des images qui sont très sensibles justement à la couleur et que il n'est pas le seul, mais que pour lui, le calibrage, c'est indispensable. Sinon, son traitement de ces images, et notamment au moment où il doit faire des tirages pour une expo, par exemple, ça va pas reproduire l'univers que lui cherche à créer et à montrer. Et par le calibrage, on va pouvoir le faire. Maintenant, on passe sur l'aspect technique, et là, on est sur le logiciel CC Profiler, c'est le nouveau nom du logiciel qui s'appelait auparavant iOne Profiler. Il faut savoir que une nouvelle société a été créée qui s'appelle Calibrite, qui a repris les activités de X-Rite photo et vidéo. Alors là, ce qu'on voit, c'est l'écran. Voilà. Est-ce qu'on voit ma webcam aussi? Est-ce qu'elle a changé? Alors elle est assez petite, Voilà. donc Donc oui, on ça va se voit. installer la sonde sur l'écran. Je Ouais, montre un petit peu le packaging de la nouvelle version. ouais. Alors Hop. c'est exprès, hein, il a des éclairages bleutés. Il y a la mise en scène qui est là, hein. Hop, voilà, donc ça c'est le nouveau packaging et vous avez la petite sonde que je vais installer. Donc je vais m'éloigner un petit peu du micro pour l'installer, mais normalement on devrait m'entendre quand même. Vas-y.
Bien s'assurer quand on l'installe sur l'écran qu'elle soit bien à plat contre l'écran, parce que sinon, s'il y a un petit jour, en fait, la précision du calibrage ne sera pas optimale. Alors, dans le logiciel, vous avez une fonction de base, hein, et ça suffit très bien pour faire la calibration. Pas besoin d'aller dans Avancé, sauf si vous voulez un peu plus pousser les choses, mais la fonction de base suffit directement. Caractérisation de l'écran. Hop, il détecte automatiquement nos écrans. Donc moi j'en ai deux puisque mon écran est branché sur un ordinateur portable et j'ai l'écran BenQ à côté. Donc je vais sélectionner le BenQ. On peut choisir la valeur de l'illuminant, donc la température de couleur du blanc. Température couleur, moi j'étais sur D65, donc 6500 Kelvin. Et la luminance. Alors, on en a parlé tout à l'heure, mais quand vous recevez des écrans, généralement, euh, en réglage d'usine, souvent ils sont très 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 lumineux pour en fait justement souvent quand on les voit dans les magasins tout ça pour être très flatteur au niveau des couleurs ou de la luminance. Il faut savoir qu'en fait c'est pas le réglage qui est conseillé. D'ailleurs c'est un réglage qui va vous fatiguer les yeux tout ça, donc il vaut mieux être sur un réglage plus bas et qui va être plus fidèle pour vous afficher les couleurs et la luminance aussi derrière si vous le sortez sur de l'impression 120 candela du mètre carré, 100. Moi, c'est ce que je recommande pour être sur un rendu qui va être équivalent aussi à celui du papier. Parce que pareil, si vous avez un écran trop lumineux, eh bien, quand vous imprimez, évidemment, vous allez avoir des surprises puisqu'en fait, le papier n'est pas aussi flashy qu'un écran très très lumineux. Donc, on va se régler sur 120. Voilà. Ensuite, par défaut, le logiciel est déjà pré-réglé. Vous avez juste à faire suivant. Hop, il va nous dire de sortir l'instrument de mesure, donc ça je l'ai déjà fait. Et ensuite, il va nous proposer de démarrer la mesure, juste ici, en fait. Et normalement, je clique et ça se fait. C'est vraiment tout simple, hein, il y a juste à brancher la sonde, à lancer le logiciel. Donc, on va... Là, on t'entend plus, hein. Là, on m'entend, là, c'est bon? Là, c'est Voilà. bon. J'ai retourné la sonde, juste pour vous expliquer, j'ai retourné la sonde et il y a un petit cache qui permet de capturer la lumière ambiante. On le retourne, il va mesurer l'écran. On fait OK. Il nous dit bien de vérifier que la sonde est bien alignée contre l'écran. Voilà. Il y a des petites instructions là sur sélectionner les réglages qu'on peut choisir manuellement, le contraste, la luminosité. On fait OK. On a la sonde qui est positionnée. On fait suivant. Là, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel, il va faire un petit test de contraste et de luminance et ensuite, suite à ça, il va nous dire un petit peu si on a besoin d'ajuster la luminosité de l'écran avant de poursuivre. Moi, j'ai précalibré l'écran avant cette session, donc j'avais déjà réglé, mais par exemple, tout à l'heure, j'avais un réglage de luminance qui était un petit peu plus élevé. Eh bien, je peux vous le montrer manuellement. Je vais sur les boutons. Hop. Si j'augmente. Approche-toi un petit peu de ton micro Ouais, parce que là, on te ouais, perd en fait dès que tu t'écartes du micro, hein. c'est Il ça, doit être très sensible. c'est ça. Si j'augmente la luminosité, on voit directement sur l'écran qui me dit la luminance du blanc mesuré est trop élevée, donc on peut directement agir sur l'écran pour se calibrer à la valeur de référence que j'avais indiquée, qui était 120. Hop, je descends encore un petit peu. Voilà. Et là, Voilà. on voit bien que ma luminance du blanc mesurée, elle est à 120, elle est équivalente de ce que je veux obtenir. Les gens ne le voient Voilà, pas forcément. Il y a une petite tique verte tout simplement qui indique quand on est au bon niveau. c'est ça. Hop, une fois que ça c'est fait, qu'on a réglé la luminance, on lance la calibration et là en fait il fait défiler toutes les couleurs pour les mesurer et pour être sûr de après ajuster et créer un profil qui va être aux bonnes valeurs. D'ailleurs, lorsque vous calibrez l'écran, vous pouvez avoir une petite surprise une fois que c'est fait. Vous pouvez avoir l'impression que, une fois que c'est terminé, que votre écran est plus chaud, a des couleurs un petit peu moins flatteuses. Eh bien, c'est normal, c'est ce que j'expliquais juste avant. En fait, quand vous achetez un écran avec les réglages d'usine, il va avoir des couleurs qui vont être très flatteuses, une luminance beaucoup trop élevée. Et après, quand on vient se réajuster, bah,
on a un peu l'impression que notre écran est plus chaud, que les couleurs sont moins flashy, peut-être moins flatteuses, mais c'est juste c'est provisoire, c'est le temps que vous vous réhabituez, que votre œil s'habitue, mais au moins vous êtes sûr que vous avez les bonnes couleurs une fois que vous êtes calibré, quoi. Donc pas de panique si vous dites ah mais non j'ai fait le calibrage, les couleurs elles me paraissent trop chaudes, mon blanc n'a pas l'air blanc, et bien en fait c'est simplement l'œil qui doit se réhabituer à votre écran. Tout à fait ça. Je peux rajouter deux, trois petites choses si tu veux bien. Vas-y, vas-y. Donc, le calibrage, toi, tu as proposé 120 candela. C'est un réglage qui est bien pour un environnement de bureau. Vous aurez des résultats optimum si vous allez sur des valeurs en candela par mètre carré qui sont un petit peu plus faibles. À 100 candela, par exemple, c'est pas mal. Les retoucheurs professionnels, eux, travaillent à 80 candela par mètre carré. Mais ce n'est possible que dans une pièce qui est très faiblement éclairée. Alors, je vais mettre ma caméra, je vais expliquer rapidement pourquoi. Parce qu'en fait, l'œil qui est votre capteur principal, vous en avez deux, celui de droite et celui de gauche, il ne va pas s'ajuster par rapport à la luminance de votre écran, il va s'ajuster par rapport à la luminance de la pièce. Et donc, la pupille va s'ajuster. Si vous avez une pièce qui est faiblement éclairée, par cela, j'entends une pièce où vous voyez votre clavier, votre souris, mais tout juste. Hein. On n'est pas dans le noir, ça c'est pas bon, mais on est dans une pièce faiblement éclairée, autant que faire se peut, avec aucune couleur vive dans votre champ de vision, alors vous allez pouvoir vous mettre comme valeur cible à 80 candela par mètre carré. 90, c'est pas mal. 100, ça va bien. 120, c'est pour une pièce de type un bureau normalement éclairé. Au-delà, vous risquez de perdre dans la dynamique des couleurs de votre écran. Mais il faut bien comprendre que si vous vous mettez à 80 candela par mètre carré comme cible et que vous êtes dans une pièce fortement éclairée, votre œil s'ajuste par rapport à la luminosité de la pièce, vous ne pourrez pas travailler correctement. Donc, c'est pas une règle automatique, ça s'apprécie par rapport à la luminosité de la pièce. Donc, c'est une des idées par rapport à l'environnement. Regardez ce que vous pouvez faire pour réduire la luminosité dans votre pièce. Vous vous assurez qu'il n'y a aucune lumière qui vient frapper votre écran. Et ensuite, vous lancez le calibrage. Il y avait une question sur le choix de l'illuminant de l'écran. Non, en fait, c'est pas l'illuminant, c'est le rétroéclairage. Et ce rétroéclairage, on a le choix entre diode blanche, diode RGB, etc. Vous prenez pas trop la tête. Ce qui est très intéressant, c'est que les logiciels de calibrage, aujourd'hui, il y a toute une partie des choses qui font en automatique. Normalement, si vous avez un écran un peu correct, il va donner l'information au logiciel et vous allez le voir apparaître. Sinon, je vous dirai ce qu'il faut choisir par défaut. Voilà, alors on voit que là c'est terminé et je crois que ce qui est important, c'est de voir que c'est rapide. Très rapide, ouais. Pas très compliqué. Finalement, il y avait deux paramètres à rentrer, les candela par mètre carré. Toi, tu as choisi 120 parce que tu es dans une pièce qui est un petit peu fortement éclairée. L'idéal, ce serait 80 si vous êtes retoucheur professionnel, mais beaucoup de photographes travaillent à 90 ou à 100 et ça donne d'excellents résultats. Jean nous demande quelle luminosité dans la pièce. Là, actuellement, la pièce, du coup, vu que j'ai mis des lumières un petit peu, j'ai fermé les volets. Donc, la pièce, elle est coupée de la lumière du jour. Il y a de l'éclairage artificiel. Donc, c'est une luminosité qui n'est pas non plus une lumière de salon quand on allume les lumières le soir. C'est un petit peu plus tamisé quand même. Mais il y a un éclairage un petit peu fort qui est sur mon visage, en fait. Alors, par rapport à la question quelle luminosité dans la pièce, bon, il faudrait un luxmètre pour pouvoir la mesurer de manière précise, mais typiquement, on voudrait être dans une pièce où on est au niveau de l'observateur autour de 120 lux, et ce qui permet de se mettre à 90 candela, voire 80 candela. Mais c'est assez difficile à élaborer comme ça ou à mesurer, hein, donc ne cherchez pas forcément la petite bête. Je dirais déjà, si vous calibrez votre écran, vous allez avoir un gain. Et c'est vrai que ce que dit Aichi, c'est très souvent, 95% des gens, après le calibrage, nous disent « Oh mon Dieu, c'est plus terne qu'avant ». Il faut vraiment comprendre que les fabricants d'écrans vous livrent des écrans qui sont, pour la grande majorité d'entre eux, beaucoup trop lumineux et trop bleutés.
ce qui fait que le calibrage déjà va réparer cette dérive et ça va vous permettre de mieux retoucher vos photos, quoi que vous fassiez après. Et donc, comme il était trop lumineux et trop bleu et que vous êtes habitué à ce type d'écran, après le calibrage, il vous paraît plus terne, plus jaune. Mais en fait, il vous donne des couleurs C'est que réalistes. provisoire. Hein. Faut que l'œil s'habitue. Une fois qu'on est habitué, on voit plus la différence. Et voilà, à la fin, il fait le profil, il nous propose un nom de fichier avec la date du profil. Comme ça, si vous voulez retrouver vos anciens profils, vous pouvez les voir aussi, mais au moins, vous avez un petit peu la date dans le fichier pour vous y retrouver. Ça, c'est fait. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour enregistrer le profil. Vous l'enregistrez. Existe déjà parce que j'en ai déjà fait un tout à l'heure, mais je vais faire par-dessus. Et voilà. Et Le là, on a un profil est certain nombre d'images enregistré. avec un avant-après. Mais comme tu viens Comparer le d'en faire un profil. tout à l'heure, tu verras Oui, pas c'est ça. ça. Moi, il n'y aura pas le avant-après, mais Et ça souvent, permet on un petit peu voit de se par rendre compte. contre quelque chose d'assez important avec des images test ou une de vos images si vous le souhaitez. C'est ça. Ça revient un petit peu à ce que j'avais simulé tout à l'heure avec la photo où on voyait avec écran calibré et écran non calibré. Voilà un petit peu pour la partie calibrage. C'est vraiment très rapide. C'est pas compliqué. Il suffit d'avoir la sonde de logiciel et puis c'est parti. On rentre l'illuminant et en 3 minutes, c'est fait. Donc Hop. voilà ton feeling, toi, est-ce que tu trouves que c'est compliqué de calibrer un écran? Non, c'est pas compliqué. C'est peut-être la première fois on peut avoir on se dire oula, je sais pas comment, j'ai peur avec la sonde et tout, mais en fait c'est tout simple. Ça s'occupe de tout. Il faut juste bien la positionner sur l'écran. On lance et puis c'est fait. Et c'est quand même bien de se dire ben j'ai un écran qui est calibré, je peux me baser dessus. Moi, je sais que je le dis à mes clients parce que ça m'arrive qu'on me dise ah, elle est un peu vert l'image et tout, mais moi je leur dis bah je sais pas comment est ton écran. En tout cas, moi j'ai mon écran qui est calibré. Tu peux me faire confiance là-dessus. Peut-être que toi ton écran c'est pas voilà. C'est pas forcément un écran de référence. Donc moi, ça me permet vraiment d'avoir un peu ce confort de travail, de pouvoir me baser dessus pour mes références couleurs et certifier à mes clients que les couleurs, moi, elles sont juste chez moi sur mon écran. Très bien. Tac. On peut rapidement retourner dans Lightroom un petit peu pour que je vous montre la dernière Ah, photo si tu veux, à avant Paris. ça, je vais juste terminer parce qu'il y a beaucoup de questions dessus, donc je vais y Oui. répondre. C'est logique, si tu veux, par rapport à ce que tu as présenté. C'est finalement les deux seuls réglages qu'on a à rentrer, c'est un, la luminance qu'on vise, donc c'est les candélas par mètre carré. Alors candela, c'est le nombre de chandelles allumées par mètre carré, et donc entre 120, 100 si vous pouvez, 80 étant la norme ISO. Autour de ces valeurs-là, on a quelque chose, un bon point de démarrage. Et puis, il faut spécifier la température de couleur qui se mesure en Kelvin. Je vous le remettrai tout à l'heure comme conseil. Et typiquement, on peut démarrer à 6500 K, 6500 Kelvin, si c'est pour de la photo euh, de reportage, du mariage, du sport, de la photo de rue par exemple. Si vous êtes sur un travail plus pointu, comme la reproduction d'œuvres d'art, vous faites du packshot et que votre client veut que le logo soit reproduit avec des couleurs exactes, alors à ce moment-là, vous pouvez choisir 5500 Kelvin, mais si vous n'avez pas l'habitude d'avoir un écran calibré, vous risquez de trouver ça difficile puisque ça vous donnerait un écran qui, en l'occurrence, risque d'être un tout petit peu plus jaune. Alors l'autre chose, c'est combien de fois, quelle est la fréquence pour le calibrer? Eh bien, la bonne recommandation, c'est de le calibrer une fois par mois. Pourquoi? Pour toi, Ishi, qu'est-ce qui va venir jouer là-dedans? En fait, l'écran naturellement, ça peut. Un écran, ça bouge, c'est pas figé. Donc en fait, si
on le calibre pas régulièrement, eh bien on peut, sans s'en rendre compte, avoir des petites glissades en fait, j'ai envie de dire, et qu'en fait on se rend pas compte, on fait des images et après en fait on n'a pas la bonne couleur. Faut faire attention à ça. Donc c'est pour ça que le faire une fois par mois, ça permet d'être à peu près tranquille sur le fait que son écran soit bien et on peut lui faire confiance, quoi. Parfait. Et donc, une fois par mois, la recommandation pour certains, c'est toutes les 3 semaines. Et dans les agences de com très haut de gamme, Avant certains jobs, tu le calibre, fais avant le job en fait. c'est Et ça. Au début de chaque job ou chez certaines grosses agences, c'est toutes les semaines. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller Mm. là-dessus. Moi, je les appelle les ayatollahs de la couleur. C'est très Mhm. bien pour eux, mais pour vous, le conseil, c'est si vous le faites une fois par mois, c'est un bon rythme. Et si un mois vous ratez, que vous le faites au bout de 2 mois, c'est pas très très grave. On l'a pas montré, mais en fait, à la fin du calibrage, on a la possibilité d'avoir un petit rappel toutes les 4 semaines. Peut-être qu'on l'a passé un petit Mm. peu vite, mais c'est Ouais, dedans, c'est quand, dans quand le j'ai logiciel, ouais, il n'y a quand pas j'ai besoin de lancé reprendre. l'application, il m'a rappelé d'ailleurs quand j'avais fait le dernier calibrage de l'écran. Et ça permet d'avoir la date et de se dire, voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Si jamais t'as pas mis le rappel, de voir quand est-ce qu'il a été fait la dernière fois. Parfait. Allez, vas-y. Hop. Pour terminer sur le traitement photo, on va rapidement vous montrer. Hop, je repasse sur Lightroom. Tac. Parce que c'est bien beau de photographier le Japon, mais c'est vrai que quand on revient dans son pays, en France, et qu'on a envie de faire la même chose, ben on trouve pas forcément la même ville. Mais j'ai essayé un petit peu là dernièrement, j'ai fait un projet à Paris qui n'est pas encore sorti, qui arrivera à l'automne, et donc je vais vous montrer un petit peu une preview. J'ai essayé de faire des photos de nuit en m'inspirant de mon travail que j'ai fait au Japon. Et donc à Paris, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas toutes ces petites ruelles. Par contre, on a quand même pas mal de grands bâtiments, des structures un petit peu. Donc j'ai essayé de jouer avec l'architecture pour trouver des angles un petit peu sympas et toujours jouer avec mon équilibre de bleu et de rouge. Alors que si on regarde la photo de base, eh bien en fait on a quelque chose qui est vraiment euh, assez assez neutre en couleurs. Et c'est là que c'est tout intéressant là quand on joue avec les couleurs, c'est de réussir à partir de cette photo très neutre, de créer un petit peu une harmonie avec deux teintes, quoi, un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, pour euh, pour euh, pour avoir ce rendu un petit peu voilà futuriste cyberpunk. Les étapes du traitement, c'est semblablement les mêmes que tout à l'heure, sauf que du coup, comme on a moins de variations peut-être de lumière que dans une petite rue de Tokyo, eh bien, il va falloir travailler différemment pour créer un petit peu cet équilibre de teintes et pas avoir seulement du tout rouge ou du tout bleu en fait. Puisqu'en fait, sur l'image de base, on le voit en fait sur la gauche de l'image, on a une lumière qui est un tout petit peu plus sombre et à droite, on voit que c'est un tout petit peu plus éclairé. Et c'est à partir de là que moi, je vais travailler pour que dans ma couleur, elle se répartisse en fait par rapport à la luminance de mon image. Et donc forcément, les zones plus lumineuses vont être un peu plus rouges, et les zones plus sombres vont être un peu plus bleues. Et c'est comme ça que la couleur, elle se répartit avec mon réglage. Voilà un petit peu, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu les photos de Paris aussi. C'est un projet qui sortira à l'automne. Là, il y aura quelques petites photos. Bon, c'est avec un client que vous utilisez tous leurs applications, mais je peux pas encore vous en dire plus pour l'instant. Voilà un petit peu. Est-ce que Hervé, tu veux qu'on se fasse un petit quiz tout de suite ou pas? Allez, Hop, alors je crois que tu as ça de je ton lance le côté. sondage et je vous propose de voter. Vous pouvez sélectionner une ou Alors, plusieurs réponses. courant chez moi aussi.
Ah voilà, j'ai réussi à agrandir un petit peu. Donc pour pouvoir travailler les couleurs avec précision, quel est mon conseil? D'après vous, est-ce qu'il faut travailler avec des lunettes à filtre bleu, calibrer son écran une fois par an pour l'anniversaire, calculer le profil ICC en fonction de la phase de la lune, pourquoi pas? Un espace de travail sans reflet et calibré une fois par mois mon IPS. Et je mets mon écran en sRGB à 450 candela par mètre carré, le réglage d'usine. Voilà. Je ne l'ai pas précisé, hein, mais cet écran, la BenQ, il est aussi fourni avec une casquette que vous pouvez mettre autour de l'écran pour justement éviter les reflets autour et vraiment l'isoler des lumières parasites, du soleil, des choses comme ça. En fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, ça peut être utile de pouvoir empêcher l'arrivée de lumière sur les côtés, sur les angles et les reflets. C'est bon. Je vais maintenant fermer le sondage et vous donner les résultats. Alors, oula, vous êtes fort. 94% d'espace de travail sans reflet, calibré une fois par mois, un écran. Alors pourquoi IPS? C'est le type de dalle. Les technologies IPS sont des dalles in-plane switching qui ont la capacité souvent de donner une palette de couleurs qui est très grande, qu'on appelle l'espace Adobe RGB 98, ou même au-delà pour les plus pointus des écrans. Travailler avec des lunettes à filtre de bleu, bah, clairement, ça va vous déformer vos images. Hein. Vous pouvez aussi mettre des lunettes roses, la retouche photo. Ça va donner des résultats marrants, pas dire hallucinants. Pour la fatigue des yeux, mais pas pour retoucher, pas au moment de la retouche, quoi. Voilà. Et bien sûr, le SRVB, c'est un petit peu court. En fait, c'est une norme qui date de 1974. Et par contre, ne croyez pas que c'est si idiot que ça, parce qu'en fait, la majorité des portables sont pré-réglés en SRVB et ils sont à 450 candela par mètre carré. Et effectivement, c'est le réglage usine. Et là, ce que nous, on vous a dit, c'est que ce qui est bien, c'est de se mettre autour de 100 candela en Adobe RVB avec une valeur pour le point blanc, par exemple, à 5005 ou 6500 Kelvin. On en est très, très, très loin. Ce qui fait qu'il y a effectivement beaucoup de gens, après le calibrage, qui sont désagréablement surpris parce qu'ils étaient habitués à un écran qui était complètement à côté de la plaque, mais il y a une vraie raison à ça. Et ça, je pense que peut-être que c'est intéressant que je l'explique. Alors, je vais fermer ça. Donc, pourquoi il y a tant d'écrans qui sont finalement livrés mal réglés comme ça? En fait, ils sont très bien réglés du point de vue du fabricant de l'écran, c'est-à-dire que ce sont des écrans grand public, ils sont trop lumineux, trop bleus, ça fait vendre des écrans. Le bleu attire l'attention et beaucoup de lumière attire l'attention aussi. Donc, quand on cumule les deux, on a des écrans qui donnent des images flatteuses qui génèrent littéralement le réglage à 450 candela, c'est pas un hasard. On va mettre un réglage à 9000, 9500 voire 10 000 Kelvin, ce qui est beaucoup trop bleu, et ça fait 17% de vente en plus. Donc c'est un beau réglage du point de vue du fabricant de l'écran, c'est un très mauvais réglage du point de vue du photographe, et le calibrage va ramener les choses sur quelque chose de correct. Alors, merci d'avoir participé aussi à ce sondage. Il y a plein de J'ai aussi questions. je pourrais montrer la vue 3D si on veut aussi, tu sais, de Ah la bah oui, différence entre le sRGB et l'Adobe RGB 98. Est-ce que super. si j'affiche mon écran là, ça Vas-y. partage? Hop, normalement, je vais faire ça. Alors pendant qu'il fait ça, les écrans BenQ, eux, sont livrés normalement à 6500 Kelvin par défaut. C'est le cas des bonnes marques. Hein. Je dirais que vous allez avoir dans les bonnes marques BenQ, ESO. Pour certaines autres marques, une partie de leur gamme vont être des écrans assez pro. Il faut que tu sélectionnes Adobe RGB Voilà, Adobe 98. RGB 98. Comme ça, on va voir la différence en fait entre les sRGB et l'Adobe RGB 98. Tu fais pivoter un petit peu. Voilà, c'est ça. Tout Ouais. ce qui est en couleur, en fait, c'est le sRVB. Et en fait,
tout ce qui est en gris autour, c'est l'Adobe RGB. Donc on voit qu'on a vraiment des valeurs en plus dans certaines teintes quand on utilise ce profil Adobe RGB 98, qui est vraiment, on en parle tout le temps quand on parle d'impression, de choses comme ça. On a vraiment sRGB, c'est bien pour du web, mais dès qu'on veut faire de l'impression, c'est là que c'est important de pouvoir travailler avec un profil Adobe RGB 98 et donc d'avoir un écran comme celui qu'on utilise aujourd'hui, là, le BenQ, qui est capable d'afficher ce profil. Parce qu'en fait, beaucoup d'écrans aujourd'hui ne sont capables que d'afficher du sRGB. C'est Alors le cas c'est des dommage si portables, vous... hein, par exemple. Voilà, c'est ça. C'est dommage si vous voulez travailler des photos pour l'impression, si vous n'avez pas un écran qui est capable de vous afficher le spectre colorimétrique du Adobe RGB en fait. Parce que du coup, vous serez limité au sRGB et quand vous allez imprimer, en fait, vous allez peut-être avoir cette sensation de couleur un peu fade ou de choses comme ça. Tandis que si vous travaillez vraiment avec un écran calibré en Adobe RGB 98, au moins vous avez, entre guillemets, ce que vous avez à l'écran, c'est ce que vous avez sur le papier. À partir du moment où vous avez tout bien calibré et réglé comme il faut. Et ça permet vraiment de ce petit schéma là de voir visuellement toutes les couleurs qu'on a en plus quand on utilise le profil Adobe RGB 98. Alors, un point important, c'est pas parce que vous avez un écran qui est un peu trop court que vous devez jeter votre ordinateur. Il est tout à fait possible de connecter un deuxième écran sur un portable. La majorité des portables sont capables de piloter 2 écrans, 3 pour certains. Et donc, si vous avez un ordinateur portable, vous aimez bien un portable parce que vous pouvez l'emmener partout, n'hésitez pas à vous équiper d'un deuxième écran en complément. Et là, vous choisissez un écran qui soit capable de couvrir l'espace Adobe RGB 98. Et ce que nous montre Aichi ici, c'est qu'on a pratiquement 30% de teinte en plus. C'est pas juste pour le print, c'est pour la retouche d'image au sens général. Ce sont des couleurs sur lesquelles on peut travailler. Alors que si on reste que sur un écran qui est sRGB, en fait, il n'est pas capable d'aller plus loin que les couleurs qu'on voit à l'intérieur ici, cette espèce de diamant. C'est ça. Donc ça, c'est pas une question de calibrage, c'est une question de qualité de la dalle de votre écran. Et les dalles IPS sont à favoriser. Si possible, les dalles IPS AHVA, c'est ce qu'on a sur les écrans BenQ SW sur lequel Aichi travaille, puisqu'il a un 32 pouces. Alors, est-ce que tu peux nous Ouais, dire j'ai une la petite taille? photo, je vais vous le montrer. Ouais. Tac, 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 je vais juste dans l'application. Hop. Alors, hop, je switch sur le document. Là, je pense que vous allez l'avoir à l'écran. Voilà, c'est un écran. On peut voir que moi, voilà, à côté, j'utilise un ordinateur portable et que j'utilise cet écran en référence à côté. 32 pouces, c'est juste génial parce que, comme je vous le montrais là, je peux afficher 2 images côte à côte. Elles restent d'une très grande taille, donc je peux vraiment voir les détails en gardant 2 images côte à côte. C'est quelque chose que j'aime bien faire parce que quand je retouche des images, par exemple en série, j'aime bien avoir une image de ma série de référence et mettre l'image que je suis en train de retoucher à côté pour pouvoir me baser sur l'autre quand je fais mon traitement et me dire tiens ça matche bien et correspond plutôt que d'avoir une seule image, de faire mes retouches, après retourner voir ma série, je suis pas sûr que ça matche. Là au moins c'est un confort de travail d'avoir un écran vraiment qui est de cette taille là, qui est assez grand. La 32 pouces c'est énorme et ça permet vraiment c'est un confort de travail pour mettre tous les outils, même si vous faites aussi par exemple de la vidéo, du montage. Voilà, c'est des écrans qui sont vraiment parfaits pour ça, quoi. Hop, et là on le voit un petit peu plus en détail, ce que je vous montrais tout à l'heure, les vues en mettant plusieurs images. C'est pareil, après voilà, dans Lightroom, Photoshop, vous pouvez un petit peu ajuster vos fenêtres, ça vous laisse la liberté un petit peu de disposer comme vous voulez. Parfait. Tac. Et ça, si vous l'avez pas vu très bien tout à l'heure à la webcam, je vous la remonte, c'est la nouvelle sonde du coup Calibrite. Et je crois, Hervé, tu m'as dit c'est la première fois qu'on la montre en France aujourd'hui. C'est ça, puisque c'est la nouvelle marque. Calibrite, c'est une société qui a été constituée et qui reprend toute l'activité qui était couverte par autour des produits X-Rite, photo et vidéo. Et donc Calibrite et la marque Color Checker, donc les Color Checkers sont les charts, c'est la nouvelle marque, mais on va prendre en charge tout le support, l'évolution logicielle aussi par rapport au nouveau système d'exploitation. Il y avait des questions là-dessus tout à l'heure.
des clients existants qui avaient jusqu'à maintenant des produits X-Rite et qui utilisaient par exemple iOne Profiler ou le logiciel ColorMonkey. Eh bien, tout ça, ça va maintenant être pris en charge par cette nouvelle société Calibrite dans le cadre d'un accord. Et X-Rite a transféré toute cette activité à cette nouvelle société qui s'appelle Calibrite. Alors, comme on en avait parlé, je vais vous faire un petit topo sur les offres spéciales qui sont proposées par Miss Numérique, qui est notre partenaire pour cet événement. Et en même temps, je vous fais un petit rappel des bons réglages pour le calibrage, hein, si vous êtes d'accord, puisqu'il y avait pas mal de questions là-dessus. Et pour ça, je vais reprendre le contrôle, changer de présentateur. Waouh, je suis où? Il y a du monde. Et je vais d'ici, là, c'est bon, voilà. Je vais afficher juste une fenêtre, c'est celle-ci. Voilà, donc je ne sais pas si vous voyez, je vous ai préparé ça tout simplement, un petit récap. Donc les conseils, quand on calibre l'écran, comme je vous le disais, il y a 2 réglages clés, candela par mètre carré, pour la photo de manière précise, 80 à 100 candela. Une valeur entre ces 2 bornes donne d'excellents résultats si vous avez un écran de qualité correcte. Le point blanc en Kelvin, on va viser 6500 Kelvin, et puis ensuite on va ajuster suivant sa pratique. Pourquoi je dis ça? Parce que si je vous propose la règle pour les professionnels, qui serait plutôt 5500 Kelvin, si votre écran n'était pas calibré avant, vous allez tomber par terre tellement l'écart est important. Et donc à 6500 Kelvin, souvent, c'est une bonne chose. Et si au bout de 3 semaines, vous voulez calibrer à nouveau, et à ce moment-là, viser pour le deuxième calibrage 5500 Kelvin, et que ça vous plaît, vous pouvez rester dessus. Cela dit, beaucoup de photographes professionnels ou freelance ont de très bons résultats à 6500 Kelvin. C'est un peu un choix, ça dépend de votre pratique de la photo. L'environnement autour de vous, c'est très important. Donc, on en a parlé, la pièce, si possible, il faut être dans la pénombre, en fait. Et on va éviter toutes les couleurs vives qui pourraient être dans votre champ de vision, parce que votre œil, lui, il ajuste par rapport aux couleurs vives. Donc, si vous pouvez avoir un espace autour de vous qui serait plutôt neutre, donc couleur grise, vous pouvez mettre un paravent parfois, si vous faites la retouche, mettez pas de volets ou de rideaux mauve, par exemple. Autant que faire se peut, un environnement de couleur neutre, donc des gris. Et on va calibrer une fois par mois. Après avoir attendu 25 minutes, plusieurs d'entre vous ont dit hey, mais il faut le laisser chauffer l'écran, c'est vrai. Alors les écrans tout nouveaux, modernes, parfois c'est 15 minutes suffisent, mais je dirais que de manière générale, si vous laissez monter en température 25 minutes, c'est là où vous aurez un vrai calibrage précis. En essayant donc par exemple à 100 candela et 6500 Kelvin. Vous n'avez pas besoin de changer le gamma. C'est 2.2, que vous ayez un Mac ou un PC pour la photo, en tout cas c'est ce qu'on recommande. L'intérêt, qu'est-ce qu'on va obtenir en calibrant notre écran? Des couleurs meilleures, plus justes et moins flatteuses. Comme vous l'avez compris, beaucoup de fabricants d'écran en fait cherchent à vous donner des images ultra flatteuses. Donc vos photos, elles vous sont présentées comme maquillées comme une voiture volée, quoi. Je dirais, c'est terrible. Donc le calibrage va ramener ça correctement. Ça augmente la durée de vie de votre matériel parce qu'un écran calibré en fait s'use moins vite. Il envoie moins de lumière bleue. Or la bleue, c'est celle qui consomme le plus d'énergie. Et donc ça va conserver les composants de votre écran plus longtemps. On estime que c'est de 25 à 30% d'amélioration de durée de vie. Donc c'est pas gadget. Et puis beaucoup moins de fatigue oculaire. Ça, Aichi, on en parlait hier. Quand tu fais une session de retouche sur une série de photos, tu passes combien d'heures? Tu passes, c'est des journées complètes, hein. Après, moi, c'est vrai qu'en plus, c'est mon travail au quotidien d'être devant l'écran et de retoucher des images. Donc, quand tu t'arrêtes, t'as un petit peu les, voilà, donc c'est important. Et moi, j'ai vu la différence entre la période où j'avais un écran beaucoup trop lumineux et la période
où je l'ai redescendu en termes de candela et qu'il était vraiment, voilà, il m'éclatait plus les yeux, bah tu le sens, tu as moins de fatigue, quoi. C'est pas sensible tout de suite, c'est pas au bout de 5 Ouais, minutes ouais, ou non, même un quart d'heure, mais à la fin c'est de la plutôt sur journée, la, voilà. les lumières bleues, et ça vos opticiens ils vont vous le dire, ils vont même vous proposer des lumières qui font des filtres de bleu, sont particulièrement fatigantes. Alors, peut-être même qu'elles peuvent être nocives, mais ça, je ne suis pas médecin. Mais en tout cas, c'est une bonne idée. Plutôt que de mettre des lunettes, d'avoir un écran qui émette moins de bleu, c'est un vrai bénéfice par rapport à la fatigue oculaire. Donc, ça fait partie des choses qu'on voulait vous dire. Allez, je passe aux offres spéciales. Donc, vous avez un petit lien, mais je vous le remettrai dans un email que vous allez tous recevoir, que vous soyez connectés ou que, bon, il y a peut-être des gens qui regarderont juste le replay. Donc, je vais vous envoyer les détails et les codes qu'il faut utiliser pour bénéficier des offres spéciales que Miss Numérique a décidé de faire en relation avec ce webinaire. Encore une fois, il n'y a aucune obligation, mais c'est intéressant de savoir que vous avez 7% de remise en plus par rapport aux offres qu'ils font. Et je vous ai mis ici les deux écrans 2K chez BenQ dans la gamme SW. Donc le SW 240 qui est livré avec une visière, il est normalement à 469 euros TTC. Alors j'ai pas fait le calcul, 7% de remise en plus, et il est livré en standard avec la visière. Il faut savoir que sur Amazon, il n'y a pas la visière incluse, donc c'est intéressant de le savoir. Donc là, on est sur des 2K, donc c'est la résolution. Ça suffit souvent tout à fait pour un travail si vous faites que de la photo. Et puis il y a son grand frère, le SW270C, qui est typiquement à 799 euros TTC, qui est un 27 pouces. Le 24 pouces qui est à gauche, il a gagné le TIP Award de l'année 2019 du meilleur écran photo en matière de rapport qualité-prix. Tous ces écrans que je vous montre couvrent 99% d'Adobe RVD 98. Donc pour la retouche photo, c'est vraiment idéal. Ce sont des dalles qui sont mat, de technologie IPS, et donc tous ces écrans finalement ils sont livrés avec la visière anti-reflet qui n'est pas un gadget, qui peut vraiment aider. Ça dépend aussi après de la configuration de votre pièce. Donc le code c'est BenQ7 pour pouvoir avoir les 7% de remise entre le 20 et le 26 juillet. Donc ça dure pas très longtemps, mais c'est assez intéressant. Je vous ai mis un petit topo aussi avec les différentes tailles d'écran, je vais y revenir. Le 27 pouces existe en mode 4K, à ce moment-là il s'appelle le SW271C. Alors il y en a plusieurs, j'ai vu qu'ils suivent Antonio Gaudencio, ça c'est la photo de son bureau pour vous montrer voilà l'écran, ensuite dans la config comment il est intégré, vous voyez qu'il est connecté sur un ordinateur portable. Et le 32 pouces qu'utilise Aichi aujourd'hui, qui est le SW321C, qui est l'écran qui a gagné le prix du meilleur écran photo pour l'année 2020, décerné par la TIPA Award. Alors pour cela, Miss Numérique, ils ont fait un effort en plus. Si vous allez sur ces modèles-là, alors qu'ils sont un peu plus coûteux, hein, on est à presque 1500 euros sur le SW271C et à 1769, je crois, sur le 32 pouces, mais bon, il y en a plus d'espace aussi. En plus de ça, des 7% de remise, vous est offert la lampe Graphilight 2, qui est une lampe lumière du jour, qui permet de simuler dans votre espace de travail une lumière du jour à 5000 Kelvin, une lumière type showroom, par exemple pour la mode à 4000 Kelvin, c'est le réglage d'une vitrine, et 2700 Kelvin, c'est le réglage typiquement dans une cuisine. C'est un réglage chaud, confort, et on peut choisir en plus les intensités lumineuses, pardon. Et c'est une lampe qui a un IRC de 95 pour ceux qui connaissent. Donc c'est une vraie lampe de travail si vous décidez donc d'aller sur ces modèles-là, mais c'est uniquement sur les 4K. Donc le 27 pouces SW271C ou le 32 pouces SW321C, il y a 7% de remise plus la lampe Graphilight 2 offerte. Pourquoi je vous ai mis qui sont 4K? Parce que le 4K en photo, bon, ça vous permet d'aller un cran plus loin si vous zoomez par exemple dans votre photo, mais c'est surtout utile en vidéo puisqu'il y a de plus en plus d'équipements qui sont calés sur cette norme 4K en termes de résolution. Et dans la vidéo, si vous faites même 2 ou 3 projets vidéo par an, même si le gros de votre travail c'est la photo, ça vaut le coup d'investir dans un écran 4K. Si vous faites Mais que de moi, la en photo, photo, je le remarque aussi, même quand en photo, en 4K, ça permet quand même d'avoir l'image vraiment on voit tous les détails, quoi. mais comme il y a un surcoût, si tu veux, j'explique quand même C'est que ça, c'est oui.
C'est ça. surtout important si vous faites même un peu de vidéo, n'hésitez pas. Si vous faites que de la photo, vous pouvez rester sur le 2K ou aller sur le 4K, vous aurez un petit bénéfice, mais le gros bénéfice, il se ressent beaucoup pour les gens qui font de la photo et de la vidéo. Du coup, je vous ai mis aussi les vraies dimensions parce que les pouces, entre nous, calculer la taille d'un écran avec mon pouce, je suis pas trop fan. Donc, je vous ai mis la diagonale, parce que le 24 pouces, c'est la diagonale, donc 61 cm, les vraies largeurs et hauteurs en centimètres, 24, 27, 32 pouces, vous avez tous compris, le 27 pouces, il y a un modèle 2K et un modèle 4K, donc ça vous ferez votre choix, ça vous donne une idée. Et bien entendu, si vous êtes dans une pièce ou dans un appartement qui est de petite taille, ben, des fois, vous n'avez pas envie non plus de prendre un 32 pouces. Si vous faites de la post-prod vidéo et vous travaillez beaucoup, par exemple sur des séries comme il fait Aichi, pouvoir mettre 2 images côte-côte, le 32 pouces, c'est top. Si par contre, vous avez une petite pièce, le 24 pouces sera peut-être plus intéressant pour vous parce que vous allez pouvoir le glisser, par exemple, sous une étagère. Et le 24 pouces, c'est un super écran en complément d'un portable, puisqu'on est sur des budgets quand même qui sont, je vous l'ai dit, c'est 459 euros ou 469 euros TTC en prix normal, et là il y a un petit peu moins. Donc je vous ai mis les vraies dimensions. Donc ça c'est sur les écrans de la gamme BenQ, et puis sur toute la gamme Calibrite, donc c'est le nouveau nom, et ça c'est ce que je voulais vous expliquer, de tous les produits qui s'appelaient X-Rite Photo et Vidéo auparavant. Et donc ça va concerner toutes les chartes. Alors, je ne sais pas, vous connaissez peut-être celle-ci, la Color Checker Passport. On en a ici plusieurs. Là j'ai mis tout simplement la page d'offres de Miss Numérique, hein, que vous allez retrouver avec le lien qui est ici. Et donc, il y a 10% de remise sur tous les produits Calibrite. Donc, si vous voulez acheter une sonde ou que vous avez besoin de renouveler votre équipement, ça peut vous intéresser. Il faudra taper le code Calibrite 10 à la sortie. Dedans, il y a des produits qui calibrent uniquement l'écran. Donc Calibrite Color Checker Display, celui que vous voyez en haut à gauche à 179,90, il est très bien pour calibrer un iMac ou un écran bureautique ou un écran de portable, mais il ne permet pas le calibrage hardware. Si vous voulez pouvoir faire du calibrage hardware, donc ça c'est ce qui est possible de faire sur un écran comme les BenQ SW, les écrans ISO, CS et CG, et il y a quelques autres marques. À ce moment-là, il faut prendre la Display Pro ou la Display Plus. La Display Plus, elle permet d'aller plus loin en termes de luminance et de monter jusqu'à 2000 nits. Ça, c'est important pour les personnes qui font de la vidéo aussi. Et puis, est-ce qu'il y a pas mal de personnes qui vont poser la question, est-ce qu'il y a une solution pour calibrer les écrans, mais aussi les imprimenter? Là, c'est le produit que vous voyez en bas à droite, Calibrite Color Checker Studio, qui va permettre de calibrer écran, vidéoprojecteur, les boîtiers, on peut étalonner les boîtiers eux-mêmes avec une petite charte qui est fournie, et bien sûr les imprimantes. Mais ce n'est plus une sonde, ça c'est un spectrophotomètre. C'est très intéressant. Alors ça vaut plus du double, hein, comme vous le voyez, mais ça va vous permettre de calibrer tous les éléments de votre chaîne. Voilà. Les chartes, je ne vais pas rentrer trop dans le détail et je vous laisserai aller là-dessus. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et bien entendu, je vais vous remettre le code et le lien des offres Miss Numérique dans le petit email suite à ce webinaire. On va passer à la session questions-réponses. Et là, je vais te redonner la main. En tout cas, je vais arrêter de partager mon écran. Je te redonne la main tout de suite. Voilà. Alors, les questions. Tu y as répondu, je crois. Quel est le point de départ? Tu démarres en JPEG ou en RAW? Alors, je disais que moi, je suis team RAW à 100%. Ça arrive de travailler sur DigiPeg, mais non, si on peut travailler en RAW, il faut travailler en RAW, évidemment. Il y a des questions, on peut aller vite, et puis après, ça peut en tirer un petit peu plus sur d'autres. Les presets dans Lightroom, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que tu recommandes et lesquels sont bien?
Alors, les presets, c'est très particulier. Moi, je ne recommande pas d'acheter, parce que c'est un truc qui se fait beaucoup maintenant. On peut acheter des packs de presets tout faits. Moi, je vous recommande plutôt, si vous voulez acheter des choses comme ça, acheter plutôt de la formation, acheter des choses pour apprendre à faire par vous-même. Parce que le problème d'un preset, c'est que vous allez l'avoir, il va être tout fait. Vous allez l'appliquer sur votre image et ça va pas forcément fonctionner parce qu'un preset, il est fait par rapport à une image de référence et du coup, il va pas s'appliquer forcément à votre image. Suivant les conditions de prise de vue, tout ça, ça va pas forcément matcher. Donc, l'idéal, c'est plutôt d'apprendre à faire les choses par soi-même en achetant des tutoriels, en regardant des formations pour apprendre et comprendre comment vous faites les choses et pas acheter un preset bêtement que vous allez appliquer qui finalement va pas forcément correspondre à votre photo parce qu'un preset, il faut toujours l'ajuster à sa prise de vue. Après, je rappelle, vous pouvez faire vos propres presets pour gagner du temps dans votre flux de travail et ajuster vos presets en fonction de vos images. Mais voilà, mon conseil à moi, c'est plutôt d'acheter de la formation et d'apprendre à faire les choses par soi-même. Ok, très bien. Tu fais ton traitement dans Lightroom, ça tu l'as dit. Quelle version de Lightroom tu utilises? C'est classique et j'utilise un peu la Lightroom mobile aussi. Ça m'arrive un petit peu pour faire, comme je publie beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est synchronisé en fait. On peut passer de l'ordinateur au téléphone en quelques secondes. Très bien. Est-ce que tu fais, quand tu fais ton traitement, est-ce que tu fais une version web et séparément une version print? Alors j'essaye de faire une photo qui va correspondre aux deux, c'est-à-dire que moi en ce moment je publie beaucoup sur les réseaux sociaux, donc je publie sur le web. Après je fais pas, ça m'arrive quand je fais mes tirages, mes impressions, bah, je fais tout le temps évidemment des ajustements, des réglages d'épreuves, et même des tirages d'épreuves pour vérifier que tout est bon avant d'imprimer ma série, quoi. Est-ce que tu éclaircis avant l'impression? Est-ce que par exemple tu augmentes un tout petit peu l'expo et quelle valeur tu recommanderais? Bah ça justement c'est ce que je faisais avant de faire de la calibration d'écran. Maintenant que l'écran est calibré, t'as plus besoin de faire ça en fait. Et c'est tout l'avantage, c'est que ce que tu vois sur ton écran, c'est ce qui sort à l'impression. Si tu es calibré, que ton imprimante aussi, normalement il n'y a pas de problème. Ouais. Et juste là-dessus, c'est assez sensible. C'est-à-dire si vous avez un écran qui, on s'en rend pas compte, hein, mais par exemple, si avec nos petits doigts, on vient baisser la luminance de l'écran, si on dit bah il est trop lumineux, certainement, je le baisse un peu, mais on le fait à l'œil. Parfois, on pense que c'est bien. Et quand moi, je viens les calibrer derrière, puisque bon, c'est mon boulot, très souvent, les gens sont à 160 ou 180 candela, en fait. Et quand on descend autour de 100 candela, en fait, comme votre image est peu éclairée, eh bien, vous allez retrouver le niveau et les blancs de votre écran C'est assez ça. proches Et quand vous sur travaillez, en fait, vous l'impression. travaillez en fonction de l'éclairage de l'écran, quoi. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Alors, tous les logiciels Calibrite, celui qu'on a utilisé, sont en téléchargement gratuit, mais bien sûr, ils ne marchent que si vous avez une sonde de marque X-Rite ou Calibrite, la nouvelle, et on a une rétrocompatibilité sur les 10 dernières années. Hein, donc, il n'y a pas d'inquiétude. Normalement, ça va bien fonctionner. Le chipset M1 chez Apple est pris en charge, Windows 10 bien sûr, tout ce qu'il faut. Il y a plein de questions sur X-Ray, donc si tu veux bien, je vais y répondre. Ouais, vas-y. Donc, la sonde que vous a montré Aichi, tu peux peut-être la présenter. En fait, c'est une Color Checker Display Pro. Elle s'appelait avant iOne Display Pro. Le matériel est le même et on va continuer. Toutes les mises à jour de logiciels seront disponibles aussi pour les produits X-Rite si vous en détenez un. La question ensuite, que devient X-Rite? Ben, X-Rite continue à exister et garde la marque X-Rite, mais que pour les dispositifs au-dessus de 1000 euros, si vous voulez. Donc, c'est plutôt les spectros pour équiper des imprimeurs ou alors, si vous êtes un photographe qui utilisait des imprimantes très grand format, qui ont besoin, par exemple, de piloter ou de fonctionner avec un RIP. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un RIP, vous n'en avez pas besoin. Si vous savez ce que c'est, effectivement, X-Rite continue à être là, mais sur les produits essentiellement destinés aux professionnels. En fait, ils considèrent que leur capacité de répondre aux attentes des photographes
et des vidéastes nécessitaient trop d'investissement de temps de leur côté, alors que au niveau de l'équipe pour laquelle je travaille, on savait le faire mieux qu'eux. Et donc, ils ont choisi de nous transférer la clientèle, tout le travail. Et nous, on achète juste les sondes maintenant chez eux avec notre marque. Et on a un accord sur le long terme de travail et de co-développement, bien sûr, sur les aspects technologiques. Ils vont continuer, par exemple, à tester les nouveaux logiciels qu'on va faire pour vérifier que tout est compatible. Et eux nous feront bénéficier des avancées au niveau des filtres optiques qui sont intégrés dans les colorimètres et les spectrophotomètres. Donc, je dirais tout est le mieux dans le meilleur des mondes. C'est important de savoir qu'il y a cette évolution. Beaucoup de questions sur est-ce que tous les écrans peuvent se calibrer? La réponse est oui. Au pire des cas, ça va réduire le massacre. Mais si vous avez un portable qui a plus de 8 ans et qui déjà au départ, vous imaginez quand il était neuf, il faisait que SRVB, en le calibrant, vous n'allez pas le rendre de qualité suffisante pour faire de la retouche photo, soyons bien clairs. Les calibrer, ça améliore les choses. C'est pas pour autant qu'ils vont tout d'un coup produire des couleurs qu'ils sont pas capables de faire. Quoi. Je veux juste expliquer ça, c'est important. La référence des dalles IPS à privilégier, si possible, donc des dalles IPS, alors de technologie type VA ou AHVA, mais il y a d'autres technologies. Il faut savoir qu'il y a par contre des IPS avec un petit E devant, E-IPS. Donc certains fabricants disent que ça veut dire Enhanced IPS. Dans le domaine, ça fait bien rigoler tous les techniciens qui disent EIPS, c'est économique IPS. C'est-à-dire que le design sur le papier, si vous étiez un architecte, c'est bien fait, mais les composants qu'on met dans cette dalle IPS sont pas du meilleur niveau. Ce serait comme de construire une maison et puis on dit oh c'est pas grave, on va rajouter un petit peu trop de sable dans le béton. Ça fait pas une maison de qualité. C'est pareil, les dalles EIPS, méfiez-vous. Souvent vous allez avoir du SRVB plus 10%, plus 20%, mais elles n'arrivent pas à atteindre Adobe RVB 98 et surtout souvent les EIPS n'ont pas une homogénéité de la dalle correcte. L'homogénéité, c'est le fait que toutes les couleurs, si par exemple vous affichez une seule teinte sur tout votre écran, à tout point de l'écran, ça devrait être de la même couleur si on la mesure. Une dalle homogène, ce serait ça. Et une dalle EIPS, très souvent, elle va avoir une zone qui va être un peu plus claire ou plus sombre en haut ou en bas. Et bien entendu, si vous calibrez votre écran, les résultats ne seront pas les mêmes et votre travail de retouche, il risque d'être déformé à cause de ça. Préférer des écrans mat et non ultra bright comme les Apple, oui, ça c'est de manière générale le calibrage des écrans. Vous en tirerez un vrai bénéfice pour la retouche photo si vous avez une dalle qui est mat. Si par contre vous avez un écran brillant, vous n'allez pas jeter votre écran, vous n'allez pas non plus, s'il vous plaît, je vous interdis de le faire, y aller avec du papier de verre, tout ça, ça ne marche pas, hein, n'y allez pas. Mais vous avez quelqu'un, pour une raison X ou Y, vous a offert un iMac ou alors au bureau vous avez un iMac, vous allez quand même le calibrer, ça donne des résultats intéressants. Il restera brillant, c'est gênant, mais vous allez quand même pouvoir avoir des couleurs correctes. Et c'est là, et quelqu'un m'a posé la question, qu'on va utiliser la fonction flare correct. Flare, en anglais, c'est tout simplement les reflets. Et donc, on a inventé il y a quelques années avec X-Rite un dispositif qui permet de prendre en charge le fait que l'écran est brillant et donc réduire cet effet brillant au niveau du paramétrage. Mais bon, c'est une amélioration. Hein. Si possible, allez sur des écrans mat. Mais si vous avez un écran brillant, calibrez-le quand même et utilisez à ce moment-là la fonction flare correct. C'est tout ce qui est traitement des reflets qui pourraient être gênants. Bien entendu, les écrans BenQ qu'on vous a présentés, toute la gamme SW, ainsi que d'autres marques, par exemple, qui sont livrées avec une visière anti-reflet, ça aide aussi énormément. Alors voilà, si vous avez des écrans qui affichent 100% de SRVB, mais on ne vous indique pas le pourcentage d'Adobe RVB, souvent ce sont des écrans bureautiques. Okay, c'est assez facile de faire 100% d'SRVB. Juste pour la petite histoire, le SRVB, c'est une norme de 1974. Ça date un peu. Adobe RVB 98, comme le nom
l'indique, date de 1998, et c'est fait pour pouvoir travailler les images et simuler à l'écran la sortie à l'impression. Donc c'est quand même, c'est pas neutre. Question, est-ce que vous êtes commissionné par Calibrite pour promouvoir cette sonde? Je travaille pour le distributeur. Comparatif avec les sondes Spider, si vous voulez, moi ça me gêne pas. Vous voyez, c'est pas parce que je travaille pour des marques que je peux pas parler de la concurrence. Pour les écrans BenQ, moi je trouve que le rapport qualité-prix est plus intéressant que ce qu'on peut trouver chez ESO, qui est une excellente marque, mais on paye un peu la marque. En voiture, ce serait comme d'acheter une BMW, donc vous achetez de la marque. BenQ, je trouve qu'il y a une très bonne qualité avec des écrans qui ont un bon rapport qualité-prix. Et pour les sondes Calibrite, les avantages des filtres en verre, donc l'optique qui est dedans, vous voyez la taille de l'œil ici, c'est du verre. Donc il y a une meilleure durée de vie. Il y a un meilleur respect des utilisateurs au niveau des mises à jour. Les mises à jour logicielles, il y a une meilleure rétrocompatibilité, ce qui n'empêche pas que les Spider X soient de très bonnes sondes. Les derniers modèles marchent très bien, il n'y a pas de problème à ça. Et ce sera vous qui allez choisir la marque que vous voulez. Moi, je préfère, dans le temps et dans la durée, les produits Calibrite, qui s'appelaient auparavant X-Rite. Je trouve qu'ils sont mieux construits et je vous dis, il y a un meilleur respect de l'utilisateur. Et il y a un choix, et ça c'est vous qui décidez si ça vous plaît ou pas, de X-Rite de travailler avec des revendeurs. Là, aujourd'hui, notre partenaire, c'est Miss Numérique. Et vous pouvez trouver ces sondes chez votre revendeur photo dans votre ville. Alors que Datacolor s'est coupé en France de tous les revendeurs qui ont des boutiques et a décidé de vendre essentiellement en ligne. Moi, j'ai un petit goût pour la possibilité d'acheter dans sa zone plutôt que sur Amazon. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Nous, on est plus respectueux de ce côté-là. Encore une fois, ça n'empêche pas que les produits Datacolor soient de bons produits. Faites la comparaison, mais c'est vrai que ici aujourd'hui, c'est sponsorisé par Calibrite et BenQ, donc oui, et mon avis, il est construit. Je trouve que c'est des marques qui sont un peu supérieures à leurs concurrents. Ça n'empêche pas qu'ils aient des concurrents qui soient tout à fait intéressants et honnêtes. Et si vous avez une sonde de cette marque-là, continuez à l'utiliser, c'est très très bien. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Module de développement. Oh non, ça c'est un peu pointu, Cécile. Le module de développement pour Lightroom, donc c'est le moteur de traitement des couleurs dans Lightroom, est basé sur Melissa. Melissa, c'est une version spéciale de l'espace de couleur ProPhoto qui est encore plus grand qu'Adobe RGB 98, alors que dans Photoshop, le moteur de traitement des couleurs, il est basé directement sur Adobe RGB 98. Ce qu'il faut savoir, c'est que ProPhoto est un espace colorimétrique intéressant, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'écran qui sont capables de le reproduire, ni d'imprimante. Seuls les appareils photo, pour certains d'entre eux, sont capables de cette dynamique de couleur. Donc c'est intéressant pour travailler pour le futur. Pour aujourd'hui, si vous travaillez sur du Adobe RGB 98 ou du ECI RGB, s'il y a des connaisseurs, ça vous parlera peut-être. C'est, à mon avis, le meilleur choix. C'est un petit peu moins compliqué. Après, si vous êtes dans l'expertise couleur, avec ProPhoto RGB, vous pouvez pousser le bouchon plus loin. C'est intéressant. Ma logique, c'est de dire et de vous expliquer, commencez par marcher, commencez par calibrer votre écran quel qu'il soit, faites évoluer votre système en fonction de votre budget, de vos besoins, et puis apprenez, et vous pourrez peut-être aller plus loin. Et ProPhoto, là, ça correspond à ça. Mais il y a tellement de photographes aujourd'hui qui déjà ne calibrent pas leur écran, commencez par le faire, ça change la donne. Et Aichi, là, c'est peut-être là-dessus que tu pourrais rebondir si tu le souhaites. La calibration? Ouais, est-ce que ça change la donne? Bah, oui, parce qu'en fait, tant qu'on ne l'a pas fait, on se rend pas forcément compte en fait.
Mais une fois qu'on y a pris goût, c'est là que c'est intéressant parce que vos photos vous remercieront parce qu'elles seront bien en couleur, vos yeux vous remercieront parce que ils seront moins fatigués, et vos clients aussi parce que vous pourrez leur certifier que les visuels que vous leur envoyez, vous, ils sont bien en termes de couleur, et que malgré le fait que sur leur écran ça s'affiche pas forcément bien chez vous, euh, ils peuvent vous faire confiance. Hein, vous serez gagnant dans tous les cas à calibrer votre écran. Hein, il faut le faire. Super, merci. Et alors, dernière question, il y avait pour le traitement en noir et blanc, quels sont les bons réglages? Bah, le noir et blanc, c'est assez sensible justement au niveau de la luminance, donc c'est très important de choisir les bons candélabres par mètre carré. Donc, si possible, pièce faiblement éclairée, mettez-vous à 100. Si vous avez la possibilité de descendre à 90 ou à 80, c'est génial. Vous aurez plus de détails, donc ça c'est important. Un écran calibré vous donnera accès à plus de détails dans les hautes lumières, les basses lumières et les tons saturés. Donc, c'est trois aspects quand même qui sont intéressants si vous voulez que vos photos et votre univers photo se différencient de monsieur ou madame tout le monde. Et pour le traitement noir et blanc, souvent, j'aurais tendance à dire, là, c'est Christian qui posait cette question, 5500 Kelvin, pas 5000. 5000, c'est trop jaune. 5500 Kelvin, ça vous donnera les meilleurs résultats. Mais j'ai aussi des gens qui travaillent sur le noir et blanc à 6500 Kelvin. C'est un peu une question de choix personnel. Pour finir, Aichi vous propose un défi. Donc, Vous l'avez à l'écran, je crois. Si vous le souhaitez, si vous êtes du coup photographe dans l'audience et que vous avez l'occasion de photographier la nuit et pas forcément, eh bien vous avez le hashtag que vous pouvez utiliser sur Instagram, sur Twitter, Aichi Night Challenge, comme vous le voyez à l'écran. N'hésitez pas à partager vos créations, vos photos de nuit, ou même si vous avez envie de tester, d'aller faire des photos cyberpunk, de vous amuser avec les couleurs. Bah, je serais très curieux, et Hervé aussi, on ira regarder le hashtag un petit peu pour voir ouais, ce que vous postez. Vous pouvez échanger entre vous aussi, parce que ça vous permet aussi d'aller découvrir le travail des autres qui assistaient à ce webinaire ce soir. Donc n'hésitez pas, c'est le petit challenge bonus. Moi, je serais très curieux d'aller regarder ce que vous pouvez faire avec vos photos de nuit. Amusez-vous. il n'y a rien à gagner, hein, c'est juste pour le fun, hein, je précise quand même. C'est pour nous. Et j'avais une dernière question, il ne faut pas que j'oublie, parce que elle m'a posé 3 fois la question. Claire, donc comment calibrer quand on a plusieurs écrans? Eh bien, quand il y a plusieurs écrans, la démarche qui marche le mieux, et c'est de la pratique ici, hein, c'est pas théorique ce que je vais vous dire. Vous commencez par calibrer le meilleur de vos 2 écrans ou 3 écrans. Cet écran-là, vous allez le calibrer aux petits oignons. C'est-à-dire vous le faites vraiment jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. S'il faut, bah, vous essayez plusieurs réglages. Et vous allez avoir aussi sur cet écran donc celui qui est de la meilleure qualité. Donc parfois c'est le dernier que vous avez acheté, ou alors enfin, vous avez quand même une petite idée. Celui-ci, vous allez l'utiliser comme étalon. Et ensuite, vous allez calibrer les autres écrans. Et vous pouvez ajuster la luminance de manière à ce qu'il s'approche du meilleur. Si vous ne faites pas ça, il y a des techniques qui permettent d'aligner et de faire un calibrage pour que tous les écrans aient les mêmes couleurs. Le problème, c'est que vous allez tirer tous les écrans vers le bas et ils vont tous s'aligner sur le plus mauvais du lot. Donc, ne faites pas ça, c'est triste. Donc, calibrez d'abord le meilleur en n'allumant pas l'autre, parce que c'était pour partie la question de Claire. Ensuite, vous calibrez celui qui est un peu moins bon et vous pouvez jouer sur les Kelvin pour vous assurer par exemple que le point blanc soit similaire. C'est du bricolage, c'est pas une approche scientifique, ça donne plutôt de bons résultats. Sinon, pour aligner des écrans pour qu'ils donnent les mêmes couleurs entre eux, pardon, l'idéal c'est d'acheter la même marque, le même modèle, le même jour. Franchement, tout le monde ne peut pas faire ça. Enfin, si vous êtes très fortuné, be my guest et puis dites-moi comment ça marche. Et mais même comme ça, j'ai fait des tests avec Arnaud Frisch, on y a passé une après-midi entière, caler 3 écrans pour qu'ils aient la même couleur, c'est très difficile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en calibrant l'écran, le logiciel de la sonde et la sonde elle-même vont essayer d'amener cet écran sur la meilleure capacité pour lui à rendre les couleurs. Et donc d'un écran à l'autre, il peut y avoir des petites variations.
Mais si vous faites ce que je vous disais, c'est vous calibrez le meilleur aux petits oignons quand vous êtes content du résultat et que vous êtes bien assuré, vous l'utilisez comme point de référence et vous essayez de calibrer les autres en les approchant de celui-là. Ça, c'est une démarche qui fonctionne aussi. Voilà. Merci beaucoup. Alors Jean-Jacques, il me repose la question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une forme sur l'écran pour positionner la sonde? La sonde, il faut la mettre autant que possible à peu près au milieu de l'écran. N'hésitez pas à ce que l'écran prenne vous penchez un tout petit peu. Le plus important, c'est que la sonde soit bien collée à l'écran, qu'il n'y ait pas de lumière qui puisse rentrer à droite ou à gauche. Qu'elle soit exactement au milieu, ou un petit peu à droite, un tout petit peu à gauche, un peu au-dessus, un peu en dessous, n'est pas très important en fait. Et X-Rite, il y a eu des moments où ils mettaient effectivement une sorte de mire. Ils n'en mettent pas, alors qu'effectivement, je crois que Datacolor le fait. Vous visez à peu près au milieu de l'écran. Je vous dis, ça donne des résultats qui fonctionnent. Après, en mode avancé, vous verrez, il y a d'autres choses si vous voulez aller regarder dans la version avancée du logiciel. Vous pouvez aussi tester votre écran sur 9 zones. Et là, vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de segmenter l'écran. Mais c'était pas l'objet ce soir, je trouve. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les participants, plein de questions très utiles, très intéressantes. J'espère que vous avez compris comme notre démarche qui était de montrer le travail d'un photographe auteur et de lier ça avec le calibrage. Merci beaucoup à toi, Achille. Je trouve que c'était très sympa de voir ton travail et tes photos. Et puis, tu nous tiens au courant de la prochaine fois que tu exposes, puisque je posterai sur Facebook, sur le calibrage de Facebook, tes prochaines expositions dès que tu en auras. Merci pour l'écoute, c'était vraiment très chouette. Et puis, j'espère que vous avez bien compris, voilà, la couleur dans la photographie pour aller vers la calibration derrière. Voilà. Et puis surtout, amusez-vous et puis faites des photos. Absolument, faites des photos, prenez soin de vous, faites attention aux Ça, virus qui en ce traînent. moment, oui. Et puis, voilà, de nuit, des fois, il y a moins de monde. On peut faire des. Le couvre-feu est passé, donc là, il n'y a plus d'excuses, vous pouvez sortir, parce que moi, j'en ai souffert de ça. Ouais, il y a des régions où c'est réintroduit. Bonne soirée, Salut, merci à tous et à un prochain événement, j'espère. Au revoir. à bientôt.